Pendant le dîner de Noël, mon père s'est moqué de moi en me traitant de « femme de ménage illettrée, sans aucune valeur ». Ma mère a dit que je ne valais rien, et tout le monde était d'accord. Puis, le milliardaire arabe s'est tourné vers moi et a dit « Elle a négocié mon contrat de 300 millions de dollars en arabe ». Un silence de mort s'est abattu sur la table et mon père ne pouvait même pas croiser mon regard. Mon père a dit que j'étais une femme de ménage illettrée avant même que je ne m'assoie. Il l'a dit de la même manière que certaines personnes commentent la météo, d'un ton désinvolte, en public, et destiné à être entendu. Je tenais encore ma serviette quand il a ajouté que je ne méritais pas une place à cette table. La table en question étant la longue table polie dont il aimait se vanter, maintenant remplie de parents dans leurs plus beaux habits d'hiver et de partenaires commerciaux venus s'attendre à un dîner de Noël civilisé. J'ai senti la pièce basculer, de la même façon qu'une pièce bascule quand quelqu'un enfreint une règle si nettement que tout le monde se fige une seconde, attendant de voir s'ils ont mal entendu. Ils n'avaient pas mal entendu. Maman n'a pas pris la peine de me regarder. Elle était concentrée à lisser la manche de sa robe en soie rouge en disant que je ne valais rien. Son ton donnait l'impression qu'elle lisait une ligne d'un rapport budgétaire. Lydia a commencé à rire doucement, pas le genre de rire qui éclate, mais le genre que quelqu'un garde pour un moment qu'il attendait. C'était un son mince et satisfait, le genre de son qui flotte juste assez pour que les gens fassent semblant de ne pas l'entendre. Papa a reculé ma chaise d'1 centimètre avec 2 doigts et a pointé vers la cuisine. Va te rendre utile si tu veux rester ici. Sa voix a porté au-delà des bougies, du jambon rôti et des assiettes chères qu'il louait chaque année pour impressionner le même groupe d'hommes qui étaient maintenant devenus silencieux. Tous les 12. Les cousins, les voisins, les 2 hommes de son entreprise, même le vieil ami de la famille qui buvait toujours trop de vin au dessert. Ils sont tous restés silencieux. Je n'ai rien dit. Mes mains étaient stables, ce qui m'a surprise. J'ai posé la serviette sur la table, je me suis levé et j'ai marché vers la cuisine de la même manière que quelqu'un marche vers un endroit qu'il ne connaît que trop bien. Un endroit pour les gens qui n'ont pas leur place dans la pièce où les décisions sont prises. La pièce où des gens comme Julien Mercé étaient assis. Julien était assis près du milieu de la table, légèrement tourné par rapport au mur pour pouvoir tout voir. Il avait été poli en arrivant plus tôt, me saluant de la tête de la même manière qu'il saluait tout le monde, la courtoisie exercée d'un homme habitué à être observé. Quand papa a commencé à parler, Julien avait posé sa fourchette lentement. Pas de manière théâtrale. Juste assez lentement pour que quiconque y prêtant attention puisse dire qu'il ne s'attendait pas à ce que la soirée prenne cette direction. Dans la cuisine, la chaleur du four me pressait contre le visage. Quelqu'un avait sorti une fournée de petits pains trop tôt, et l'air sentait la farine qui n'avait pas fini de devenir du pain. Je me tenais près du comptoir, l'endroit où papa m'envoyait toujours quand je venais. Comme si essuyer une surface me rendait utile. Comme si me tenir près du savon et de la vapeur me rendait moins visible. Je pouvais encore entendre la salle à manger. Elle n'était qu'à 6 mètres. La voix de Lydia a été la première à porter, quelque chose sur le fait qu'elle avait toujours su que je finirais par embarrasser la famille. Quelqu'un d'autre a murmuré une réponse, un petit son sympathique. Puis les chaises ont bougé, les couverts ont cliqueté, et le dîner a continué. Juste comme ça. La cruauté repliée sous la célébration, lissée avec de la sauce au canneberge et des conversations vides. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai écouté ma propre respiration. Elle était régulière. Contrôlée. Je me suis demandé un instant si le choc était censé être plus chaud. Le mien était froid. Silencieux. Presque stable. De là où je me tenais, je pouvais voir des reflets dans la porte vitrée du four. Pas des visages, juste des formes qui allaient et venaient. L'une d'elles s'est séparée des autres, s'est arrêtée, puis s'est approchée de l'embrasure de la porte. Julien. J'ai reconnu la silhouette de son costume, la façon dont il portait ses épaules comme s'il était toujours à moitié préparé à ce que quelqu'un lui pose une question à laquelle il n'avait pas été prévenu. Il n'est pas entré dans la cuisine. Il s'est simplement tenu sur le seuil. La salle à manger s'était de nouveau assombrie, non pas en lumière mais en énergie, de la même manière qu'une pièce se replie sur elle-même quand quelque chose de gênant s'est produit et que personne ne veut le reconnaître. Il a dit mon nom de la même manière qu'il le faisait toujours chez lui. Calme. Attentif. Naturel. Comme si j'étais censé lui répondre en arabe. Comme si cette cuisine n'était qu'un autre couloir un mardi matin chez lui, où je passais des heures à faire un travail que personne d'autre ne connaissait. Je me suis figé pendant une demi-respiration. Pas par peur. Par reconnaissance.
Pendant une seconde, il avait oublié où nous étions. C'est à quel point le schéma était profondément ancré. Je lui ai répondu en anglais. Doucement. Oui, monsieur. Le moment s'est fissuré entre nous. Il m'a regardé pleinement alors, et j'ai pu dire qu'il avait enregistré l'erreur qu'il avait commise. Un petit changement dans ses yeux, à peine visible, mais suffisant pour dire qu'il comprenait deux choses en même temps. 1. Je n'avais pas ma place dans cette cuisine. 2. On m'y avait mis exprès. Avant qu'il ne puisse parler à nouveau, quelqu'un l'a appelé de la table. Son attention s'est détournée comme une porte qui se ferme. Il a tenu mon regard une seconde de plus, puis s'est retourné vers la salle à manger. Je suis resté où j'étais, laissant la chaleur du four m'ancrer sur place. Un membre du personnel m'a frôlé en portant un plateau de légumes. Elle ne m'a pas regardé non plus. Personne ne regarde jamais la personne qui a été renvoyée. J'ai pris une serviette et j'ai essuyé le comptoir, bien qu'il n'en ait pas besoin. Le mouvement m'a stabilisé. J'avais appris au fil des ans que parfois, la plus petite tâche répétitive empêchait mon esprit de tourner dans 3 directions différentes. Essuyer. Respirer. Penser. Essuyer à nouveau. Je ne pensais pas à l'humiliation. Pas directement. Je pensais au schéma. Combien d'années il avait fallu à ma famille pour façonner cette version de moi? Combien de fois j'avais accepté de m'asseoir tranquillement au nom de la paix? J'ai aplati la serviette et j'ai regardé mes mains. Des mains propres. Des mains stables. Les mains dont papa disait qu'elles n'étaient utiles que pour frotter la saleté de quelqu'un d'autre. Derrière moi, j'ai entendu quelqu'un rire un peu trop fort à l'une des blagues de papa. Il racontait toujours les 3 mêmes histoires chaque fois que de nouveaux associés se joignaient à nous. 2 concernaient le golf. La dernière concernait la fois où il aurait sauvé son département en trouvant un contrat manquant que tout le monde avait négligé. Une histoire qui était en grande partie fausse. Il n'a rien trouvé. C'est moi qui l'avais fait. À l'époque, j'avais 17 ans et j'essayais trop fort de le rendre fier. J'étais resté debout jusqu'à 1h du matin à chercher dans de vieilles archives de mai parce qu'il avait mentionné au dîner qu'il était stressé par la perte d'un document. Quand je le lui ai remis le lendemain matin, il a dit « bien » et s'en est allé. Il a dit à tout le monde qu'il l'avait fait lui-même. Je me souviens avoir pensé qu'il avait peut-être oublié que c'était moi qui le lui avais donné. Maintenant, je sais mieux. Une vague d'air froid s'est glissée dans la cuisine alors que quelqu'un ouvrait la porte arrière. Ça sentait les pins et les gaz d'échappement. La nuit de Noël en Caroline du Nord donnait toujours l'impression que l'hiver et l'automne se disputaient pour savoir à qui était le tour. J'ai presque accueilli le froid. Il a traversé la lourdeur sur ma poitrine. J'ai entendu à nouveau la voix de Lydia venant de la salle à manger. Elle disait à quelqu'un que les diplômes que j'avais autrefois poursuivis avaient été une phase. Que je passais d'un intérêt à l'autre. Que le nettoyage me convenait mieux. Elle l'a dit avec légèreté, presque de manière enjouée, mais il y avait une satisfaction sous son ton. Lydia aimait la certitude, surtout quand c'était elle qui écrivait l'histoire. La pièce s'est de nouveau calmée. Je connaissais bien le rythme de nos réunions de famille. Mon père aimait faire un discours avant le dessert. C'était sa façon de marquer son territoire. De revendiquer la pièce. Quand il s'est levé cette fois, je l'ai senti dans le changement des voix. Il remerciait tout le monde d'être venu. Un accueil chaleureux aux voisins. Un signe de tête à ses partenaires commerciaux pour s'être joints à une soirée familiale malgré leurs horaires. Un léger rire sur le fait qu'il espérait que le jambon serait aussi réussi que l'année dernière. Il avait l'air gracieux. Charmant. La version de lui-même qu'il gardait pour les étrangers. Puis il a pivoté. J'ai entendu mon nom, prononcé trop nonchalamment. Elle est dans la cuisine où elle est le plus à l'aise. Une pause. Un murmure de confusion de la part de quelques invités. Puis il a continué. Elle n'a jamais été très douée pour la réflexion. Elle se débrouille mieux avec ses mains. J'ai arrêté d'essuyer le comptoir. Ma main flottait maintenant au-dessus de la serviette. La chaleur du four rendait mon visage trop chaud. Lydia a ri à nouveau. Maman a soupiré de cette manière longue et fatiguée qu'elle utilisait quand elle voulait de la sympathie. J'ai inspiré lentement. 1, 2, 3. J'ai gardé le dos tourné à l'embrasure de la porte. J'avais appris à mes dépens que se retourner empirait les choses. Si vous vous retourniez, quelqu'un pourrait appeler ça de la défiance. Puis quelque chose d'autre s'est produit.
La pièce est tombée dans le silence. Pas un silence poli. Un silence vif. Le genre qui atterrit comme un verre qu'on laisse tomber. La voix de Julien a traversé l'air. Pas forte. Juste stable. Où est-elle? 3 mots. Destinés à quelqu'un à table. Je pouvais l'imaginer assis plus droit, sa fourchette intacte dans son assiette. Je connaissais cette voix. C'était la voix qu'il utilisait en réunion quand quelqu'un sous-estimait un chiffre qu'il avait déjà vérifié 2 fois. Quelqu'un lui a répondu mais je n'ai pas pu distinguer les mots. Les chaises ont bougé. Quelqu'un s'est raclé la gorge. Quelques secondes ont passé. Puis des pas. J'ai replacé la serviette sur le comptoir. Mon rythme cardiaque me semblait étrangement lent. Pas de la peur. Quelque chose d'autre. Quelque chose de plus froid. Julien est apparu à nouveau à l'embrasure de la porte, cette fois complètement face à moi. Son expression ne montrait rien aux autres derrière lui, mais j'ai reconnu les questions qui se formaient derrière ses yeux. Il assemblait les pièces plus vite que n'importe qui d'autre dans la pièce. Il a dit mon nom à nouveau. Doucement cette fois. Pas en arabe. En anglais. Avec intention. Je me suis tenu droite. En attente. Il a ouvert la bouche pour parler mais quelqu'un derrière lui l'a interrompu. Un des partenaires commerciaux de mon père. Demandant si tout allait bien. Julien n'a pas répondu. Pas immédiatement. Il a continué à me regarder comme s'il voyait 2 versions de moi en même temps, celle qu'il connaissait et celle que cette famille avait créée. Mon père s'est placé derrière lui et a posé une main sur le dossier d'une chaise. Sa voix avait cette amabilité de façade qu'il utilisait quand il se sentait jugé. Elle est dans cuisine. C'est ce pourquoi elle est douée. Le mot « doué » est resté en suspens dans l'air une seconde de trop. Julien a finalement détourné les yeux de moi. Quand il a parlé, son ton était égal. Je lui ai posé une question plus tôt. Je n'ai pas eu de réponse. Papa a ri, faisant semblant d'être confus. Oh ça. Elle a toujours besoin d'instructions. Elle se perd facilement. J'ai senti le froid à nouveau. Cette fois plus profondément. Quelqu'un a demandé le dessert. Les couverts ont cliqueté. La conversation a repris. Mais elle ne s'est pas complètement rétablie. Pas après ça. Je suis resté dans la cuisine, laissant le bruit s'aplatir en quelque chose de lointain. J'ai pensé à la place que je n'étais pas autorisé à avoir. L'histoire qu'ils avaient écrite pour moi. Et la vérité assise tranquillement en moi, en attente. Les gens pensent que l'humiliation est le point de rupture. Ce n'est pas le cas. Le vrai point de rupture, c'est de réaliser que vous n'étiez jamais censé être vu en premier lieu. Cette nuit-là, j'ai compris quelque chose clairement. Ce n'était pas juste une insulte. C'était un effacement. Et un effacement devant le mauvais homme. La partie qui suit n'a pas du tout commencé à cette table de Noël. Elle a commencé des années plus tôt, bien avant que quiconque ne me traite de femme de ménage illettrée, à l'époque où les chiffres étaient la seule chose dans ma vie qui avait un sens. Si vous voulez comprendre pourquoi cette nuit s'est déroulée comme elle l'a fait, vous devez comprendre comment j'ai appris à lire ce que les autres ne voyaient jamais. En 2012, j'avais 20 ans, assise dans un amphithéâtre de l'Université de Caroline du Nord à Charlotte, fixant un tableau blanc couvert de ce qui ressemblait à un désordre de lignes courbes et de notations de probabilité. La plupart des gens autour de moi gémissaient quand le professeur commençait à parler d'économie appliquée. J'ai senti quelque chose en moi se calmer. C'était la première fois que je réalisais que les chiffres n'étaient pas des abstractions. C'étaient des conversations. Si vous regardiez assez longtemps, ils vous disaient ce que les gens prévoyaient de faire avant de le faire. Je n'étais pas une étudiante bruyante. Je m'asseyais au 3e rang en partant du fond, je prenais des notes d'une écriture serrée, et je restais après les cours seulement quand j'avais besoin de clarté sur quelque chose qui ne s'équilibrait pas tout à fait. Mon professeur a dit un jour que j'avais une étrange façon de voir les choses, comme si j'essayais toujours de comprendre le motif derrière les mathématiques. Je n'appellerais pas ça un don. C'était plus proche de la survie. Si vous avez grandi dans une famille où les gens disaient une chose et en faisaient une autre, vous appreniez à lire les schémas rapidement. En 2014, je pouvais regarder une feuille de calcul et voir un argument se former. En 2015, je comprenais comment les flux de trésorerie révélaient la panique bien avant que quiconque ne l'admette. En 2016, j'étais en stage dans un cabinet de conseil régional, aidant les petites entreprises à comprendre pourquoi elles perdaient de l'argent.
J'aimais résoudre des problèmes. J'aimais l'anonymat. Ce que je n'aimais pas, c'était la façon dont ma famille réagissait quand j'en parlais. Mon père disait que l'économie ressemblait à des devinettes avec des chiffres. Maman disait des choses comme elle ne savait pas pourquoi je me donnais la peine alors que Lydia avait déjà trouvé sa voie dans le marketing. Lydia disait aux gens que j'étudiais quelque chose de théorique, ce qui, je pense, était sa façon polie d'admettre qu'elle ne comprenait rien du tout. J'ai fini par arrêter d'en parler. C'était plus facile. Quand j'ai obtenu mon diplôme en 2016, je suis rentré à la maison pour ce que je pensais être une pause temporaire avant de postuler à des programmes de 3e cycle. Il venait de prendre un nouveau projet pour l'entreprise familiale. Il a dit, si tu es là, autant te rendre utile. Je me souviens de la façon dont il m'a tendu une pile de rapports, sans cérémonie, comme on passe une salière à quelqu'un. J'ai fait ce qu'il a demandé parce qu'à l'époque, je croyais encore qu'être utile était le moyen le plus rapide d'être vu. L'entreprise familiale opérait depuis un bureau au-dessus d'un entrepôt du côté de Charlotte. Les néons bourdonnaient, l'air sentait légèrement le carton, et les bureaux étaient dépareillés, provenant de ventes de succession. Mon espace de travail était une table d'angle à côté d'un classeur avec une poignée cassée. Le bureau de Lydia ressemblait à celui d'un magazine. Bureau en verre, récompense encadrée, le doux bourdonnement d'un purificateur d'air. Elle faisait visiter son espace. Personne n'a jamais demandé à voir le mien. Mon travail était simple sur le papier. Construire des modèles financiers. Analyser les risques. Préparer des présentations. Mon travail en pratique était plus simple. Faire le travail, le remettre, puis se tenir tranquillement à l'écart pendant que quelqu'un d'autre le présente. Je me souviens de la première analyse majeure que j'ai faite pour lui. C'était un projet impliquant 3 fournisseurs et un contrat qui engagerait l'entreprise pour plusieurs années. Il voulait un résumé clair qu'il pourrait montrer à des partenaires potentiels. J'ai passé 6 heures à construire des scénarios, à calculer le risque de baisse, et à rédiger une recommandation qui a fait économiser $70 000 à l'entreprise. Lydia est passée 2 fois devant mon bureau ce jour-là, portant des talons qui claquaient comme des signes de ponctuation. Elle a passé la tête vers 5 heures de l'après-midi, a jeté un coup d'œil à mon écran et a dit, il attend. Apporte ce que tu as. Elle n'a pas dit merci. Elle ne le faisait jamais. J'ai imprimé le dossier et je l'ai apporté à son bureau. Il a feuilleté les pages rapidement, a hoché la tête une fois et a dit, bien. Laisse ta sœur s'occuper de la salle. J'ai ouvert la bouche pour poser une question, quelque chose de petit et de raisonnable, mais il se levait déjà, marchant déjà vers la table de conférence où les gens attendaient. J'ai suivi derrière, par habitude, et j'ai pris place près du fond. J'ai regardé Lydia prendre le dossier que j'avais imprimé. Elle ne l'a pas lu avant de parler. Elle ne lisait jamais rien avant de parler. Elle parlait avec ce ton vif et confiant que les gens confondent avec de la compétence. Elle a désigné les graphiques que j'avais conçus et a expliqué des scénarios qu'elle n'avait pas calculés. Tout le monde a hoché la tête. Il avait l'air fier. Personne n'a jeté un regard vers le fond de la pièce où j'étais assise. Après la réunion, elle a posé le dossier sur la table et est sortie sans le ramasser. Une équipe de nettoyage le jetterait probablement plus tard. J'ai rassemblé les pages et les ai glissées dans un dossier. Je me suis dit que peu importait qui présentait le travail. Seul le travail comptait. J'y ai cru plus longtemps que je n'aurais dû. 2 mois plus tard, une autre analyse était nécessaire. Puis une autre. Je les ai toutes écrites. Il a commencé à présenter Lydia comme l'esprit stratégique de l'entreprise. Elle souriait chaque fois qu'il le disait. Les gens lui posaient des questions sur des projections qu'elle ne comprenait pas. Elle penchait légèrement la tête vers moi, un minuscule mouvement des yeux, et je répondais depuis mon coin, aussi discrètement que possible. Ensuite, elle remerciait le groupe pour la discussion réfléchie. Pas moi. Jamais moi. En 2017, j'avais cessé d'attendre de la reconnaissance. Je pensais que le silence était de la maturité. Une façon de maintenir la famille unie. Mais ce n'est pas ce qu'est le silence. Le silence est un effacement au ralenti. Il y a eu un après-midi particulier au début du printemps où il m'a appelé dans son bureau. Lydia était déjà là, assise sur la chaise la plus proche de son bureau. Sur la table se trouvaient plusieurs classeurs imprimés préparés pour une réunion avec une banque. J'ai reconnu instantanément ma propre mise en page. J'avais passé une semaine entière à préparer ces classeurs et je les lui avais envoyés par email la veille au soir. Il en a glissé un vers moi et a dit, jette un œil.
J'ai ouvert la couverture. L'analyse était la mienne. Les graphiques étaient les miens. Les recommandations étaient les miennes. Mais la page de l'auteur au début disait « Préparé par Richard Ward ». Son nom. Pas le nom de l'entreprise. Ma gorge s'est serrée. J'ai senti la chaleur me monter au cou. Je me souviens avoir tapoté le coin de la page avec mon pouce, essayant de décider si je devais dire quelque chose. Lydia ajustait son collier dans le reflet de la fenêtre. Il passait déjà au sujet suivant. Quelque chose sur les conflits d'horaires et les dépenses de marketing. Pendant un instant, je me suis senti suspendu entre deux versions de moi-même. Celle qui parlait et celle qui restait silencieuse. J'ai choisi la silencieuse. Plus tard ce soir-là, j'étais assise dans ma voiture à l'extérieur du bureau, tenant le classeur sur mes genoux. Le parking était presque vide. Quelques lampadaires clignotaient. J'ai tourné à la page du premier graphique et j'ai tracé les lignes avec mon doigt. C'était comme regarder un fantôme de moi-même. Mon travail avec le nom de quelqu'un d'autre attaché. Une histoire racontée sans moi. Je me suis dit que c'était temporaire. Je me suis dit que les familles traversaient des phases étranges. Je me suis dit toutes les choses que les gens se disent quand ils ont peur de perdre le peu d'acceptation qu'on leur a offert. Il me faudrait des années pour comprendre que l'acceptation construite sur la disparition n'est pas du tout de l'acceptation. En 2018, Lydia était invitée à prendre la parole lors de déjeuners d'affaires locaux. Elle citait des analyses que j'avais faites. Elle les appelait « ses idées ». Mon père la présentait comme l'avenir de l'entreprise. Maman publiait des photos d'elle sur les réseaux sociaux avec des légendes sur la brillance et le leadership. Je suis devenu l'ombre derrière les diapositives. La personne qui s'assurait que chaque chiffre était aligné pendant que quelqu'un d'autre recevait les applaudissements. Puis est venu le moment qui a tout changé. C'était à la fin de l'été 2019. L'entreprise se préparait pour sa réunion trimestrielle avec un groupe d'investisseurs. J'avais élaboré un dossier complet, près de 60 pages de projection, de cartes des risques et de tests de sensibilité. C'était le modèle le plus complexe que j'ai jamais créé pour eux. Je l'ai remis à mon père le matin. Il a hoché la tête sans lever les yeux. 2 heures plus tard, je suis passé devant la petite salle de conférence et j'ai vu mon père examiner le dossier imprimé avec 2 cadres supérieurs. La première page était visible à travers la vitre. Je me suis arrêté de marcher. J'ai fixé le nom écrit en gras en haut. Préparé par Richard Ward. Encore. Quelque chose en moi s'est relâché. Pas cassé. Relâché. De la même manière qu'une corde cède avant de se rompre. Après la réunion, il m'a fait signe d'entrer et a dit « Bon travail, ma petite ». Les investisseurs ont aimé. Il s'est adossé à sa chaise, satisfait. J'ai hoché la tête. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Comme une porte qui avait été coincée fermée pendant des années et qui commençait enfin à s'ouvrir. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi les vitres baissées, laissant l'air chaud me presser contre le visage. Les lumières de la ville défilaient en flou. J'ai pensé à toutes les fois où j'étais restée silencieuse. Toutes les fois où j'avais cédé le mérite comme si c'était attendu. Toutes les fois où j'avais été l'échafaudage invisible soutenant une histoire où je n'apparaissais pas. J'ai pensé à la lenteur avec laquelle l'effacement se produit. Comme l'eau qui use la pierre. Je me suis garé dans le parking de mon immeuble et je suis resté dans la voiture longtemps après que le moteur se soit éteint. Le classeur était toujours sur le siège passager. Je l'ai pris et je l'ai serré contre ma poitrine. Une chose étrange à faire, peut-être, mais à ce moment-là, j'avais besoin de sentir quelque chose de solide. Quelque chose qui prouvait que j'existais. Dans mon appartement, j'ai posé le classeur sur le comptoir de la cuisine. La lumière au-dessus de l'évier a vacillé comme elle le faisait toujours. J'ai touché la couverture à nouveau. Ce classeur contenait des semaines de réflexion, des nuits blanches, 10 cafetières, et une décennie d'apprentissage de la lecture des chiffres comme certaines personnes lisent les gens. Pourtant, il n'était plus à moi. Le nom de quelqu'un d'autre était dessus. Quelqu'un d'autre était félicité. Une décision silencieuse s'est installée en moi cette nuit-là. Ne pas confronter qui que ce soit. Pas encore. Mais arrêter de m'attendre à ce qu'il me voie. Arrêter de croire que l'histoire que nous racontions en tant que famille était honnête. Les familles cachent des choses. Parfois, elles cachent les personnes à l'intérieur. Le lendemain matin, j'ai rendu le classeur sur son bureau sans un mot. Il n'a pas levé les yeux.
Lydia est passée à côté de moi en talons et m'a demandé si je pouvais ranger la salle de conférence. Je n'ai rien dit. Elle n'a pas attendu de réponse. À l'époque, je ne savais pas à quel point ce moment comptait. Je ne savais pas que ce serait le début de la fin de ma place dans l'entreprise. Je ne savais qu'une chose avec une clarté absolue. On m'effaçait. Et un jour, quelque chose en moi allait refuser de disparaître davantage. Je ne savais tout simplement pas que le refus prendrait la forme d'un milliardaire qui dirait un jour mon nom dans une cuisine pleine de gens qui pensaient déjà savoir exactement qui j'étais. À l'époque, j'essayais encore de sauver une vie qui avait déjà décidé qu'elle n'avait plus besoin de moi. Quitter l'entreprise familiale n'a pas été dramatique. Pas de porte claquée. Pas de long discours. C'était plus silencieux que ça. Mon père m'a appelé dans son bureau un mardi matin à la fin de l'été. Il ne m'a pas demandé de m'asseoir. Il a dit quelque chose sur la restructuration et l'efficacité des coûts, des mots que les gens utilisent quand ils veulent paraître raisonnables tout en faisant quelque chose de déraisonnable. Lydia se tenait derrière lui, faisant semblant de regarder un email sur son téléphone. J'ai compris. On me mettait dehors. Non pas parce que j'avais échoué. Parce que j'étais devenu inutile à l'histoire qu'il racontait. J'ai emballé les quelques affaires que je gardais sur mon bureau. Une tasse au bord ébréchée. Un carnet rempli de notes que seul moi pouvais déchiffrer. Une calculatrice que j'avais achetée en 2014 avec l'argent de mon premier travail de tutorat. Personne n'a dit au revoir. Les gens me regardaient avec la même expression que l'on donne à quelqu'un qui a été effacé d'une photo. Une douce pitié. Des regards rapidement détournés. Charlotte au début de l'automne peut être cruelle quand on se retrouve soudainement au chômage. La chaleur persiste plus longtemps qu'elle ne le devrait. L'humidité colle à la peau et rend tout plus lourd. J'ai passé la première semaine à postuler pour des postes d'analyste. Des postes de débutants. Des postes de niveau intermédiaire. Des emplois payés la moitié de ce que j'avais gagné. Des emplois payés un tiers. Le titre m'importait peu. Je voulais juste un endroit où atterrir. J'ai eu des nouvelles de 3 entreprises. Les 3 entretiens se sont terminés de la même manière. Un sourire poli. Un signe de tête. Une phrase sur l'appréciation de mon temps. Une autre phrase sur le fait de ne pas être le bon profil. Je connaissais le schéma. Profil était un mot plus doux pour quelque chose de plus tranchant. Profil signifiait que quelqu'un avait déjà passé un coup de fil. Profil signifiait que quelqu'un leur avait déjà dit que je n'en valais pas la peine. Au moment du 3e refus, j'étais assise dans ma voiture devant un café sur East Boulevard. Le soleil était trop brillant. La batterie de mon téléphone était à 9%. Le solde de mon compte courant était plus bas que je ne voulais l'admettre. J'ai appuyé mon front contre le volant et j'ai laissé mon souffle embuer l'espace entre moi et le cuir. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident. Je n'avais pas de réseau propre. Je n'avais jamais eu que le réseau de ma famille. Ce qui signifiait que je n'avais rien maintenant. J'ai passé les jours suivants à marcher dans le quartier de Dilworth en essayant de réfléchir. Je suis passé devant des magasins vendant des bougies hors de prix et des femmes en leggings de marque portant des cafés froids. Je suis passé devant des chantiers de construction et j'ai entendu des gens crier par-dessus les machines. Pendant un petit moment, le bruit m'a fait me sentir moins seul. Le 6e jour, je me suis retrouvé devant une petite entreprise de nettoyage sur East Tremont Avenue. L'enseigne était simple. Pas de marque sophistiquée. Juste un numéro de téléphone et le nom du propriétaire peint en bleu. J'ai fixé la porte plus longtemps que nécessaire. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi je suis entré. Peut-être parce que j'étais fatigué. Peut-être parce que l'idée d'un travail qui ne nécessitait aucune explication me semblait un soulagement. La femme derrière le bureau m'a demandé si j'avais de l'expérience. Je lui ai dit que je nettoyais mon propre appartement. Elle a ri et a dit que ça comptait. Elle m'a demandé si je pouvais travailler le soir ou le matin. J'ai dit les deux. Elle m'a tendu un formulaire. Je l'ai rempli. L'ensemble du processus a duré 15 minutes. Elle n'a pas demandé pourquoi j'avais quitté mon dernier emploi. Elle n'a pas demandé de référence. Elle n'a pas demandé quel était mon diplôme. Elle a regardé mes mains et a dit, les gens avec des mains stables font de bons nettoyeurs. J'ai failli pleurer de la simplicité de la chose. Le salaire était horaire. Assez pour couvrir le loyer et les courses. Assez pour me donner une routine.
Assez pour me laisser respirer à nouveau. Ma première mission était un bureau d'entreprise à Southend. J'ai passé l'aspirateur sur des sols qui semblaient déjà propres. J'ai essuyé des traces de doigts sur des portes en verre. J'ai vidé des poubelles qui ne sentaient pas. À la fin du service, j'étais assise dans ma voiture avec des muscles endoloris et un esprit calme. Il y a quelque chose d'honnête dans le travail physique. On sait ce qu'on a accompli parce qu'on peut le voir. Les gens pensent que prendre un travail de nettoyage signifie qu'on a échoué à quelque chose. Ils ont tort. Le nettoyage m'a donné la seule chose que je n'avais pas eue depuis des années. Une chance d'exister sans être comparé à personne d'autre. Au deuxième mois, j'ai été affecté à des maisons privées en rotation. Des clients riches. Des condos du centre-ville. Des maisons à Myers Park avec des portails plus hauts que les arbres qui les entouraient. La plupart des gens me regardaient à peine. Quelques-uns m'ont offert de l'eau. Certains me regardaient de la façon dont on regarde quelqu'un manipuler leurs biens de valeur. Aucun d'eux n'a demandé qui j'étais avant. J'en étais reconnaissante. À cette époque, mon sommeil est devenu profond pour la première fois depuis des années. L'épuisement peut faire ça. Mais ce n'était pas seulement le travail physique. C'était l'absence d'attente. Personne ne me disait de corriger une feuille de calcul à minuit. Personne ne me demandait de les faire paraître compétent. Personne n'effaçait mon nom de quoi que ce soit. Il n'y avait rien à effacer. Un après-midi, je nettoyais une maison près de l'hôpital quand mon téléphone a vibré. Pas un appel de ma famille. Ils étaient devenus silencieux. Mon père n'a pas pris de mes nouvelles. Lydia n'a pas envoyé un seul message. Maman a envoyé un SMS une fois. Une courte ligne sur le fait qu'elle espérait que je faisais quelque chose de productif. Puis le silence. Je suis resté avec l'entreprise de nettoyage pendant presque 1 an. C'était stable. Prévisible. J'ai appris à enlever les taches de vin sur le marbre. J'ai appris à corriger les traces sur les appareils en acier inoxydable. J'ai appris que certaines personnes laissent leur vie en désordre et s'attendent à ce que quelqu'un d'autre la remette en ordre. Mais la partie la plus étrange était celle-ci. Même en frottant, polissant et essuyant, mon esprit continuait de compter des choses. Je me surprenais à analyser des schémas dans les commandes de fourniture ou à prédire à quelle fréquence certains clients annuleraient en fonction de leur comportement passé. Les chiffres se moquaient que je sois maintenant une femme de ménage. Ils me parlaient toujours. Le changement vers Julien a commencé de manière inattendue un jeudi soir. J'avais été embauché temporairement par une agence de personnel de luxe qui fournissait des services de nettoyage à des clients de haut niveau lors d'événements ou de transition de propriété. Le salaire était meilleur, principalement parce que les clients exigeaient une perfection irréprochable. Je me souviens de la première nuit où j'ai mis les pieds sur la propriété de Julien Mercé. Je ne savais pas qui il était. Pas vraiment. Je ne connaissais que le nom sur le planning et la note qui disait « Client confidentiel ». Grande propriété. Suivre les instructions de sécurité. La maison était silencieuse à l'intérieur, moderne d'une manière qui semblait intentionnelle plutôt que froide. J'ai été affecté au couloir et au petit bureau qui y étaient reliés. Mon travail consistait à essuyer les surfaces, à replacer quelques objets sur la bibliothèque et à polir le bureau en verre. Pendant que je travaillais, j'ai entendu une voix derrière la porte entr'ouverte. Un homme parlant arabe au téléphone. Clair. Confiant. Une maîtrise de niveau natif. Je me suis figé sur place. Cela faisait des mois que je n'avais entendu personne parler cette langue. Une partie de moi en avait la nostalgie. Une partie de moi la craignait. Une partie de moi a senti quelque chose de vieux se réveiller à l'intérieur. Je ne me suis pas approché. Je n'ai rien dit. Ce n'était pas mes affaires. Pourtant, je suis resté là avec un nettoyant à vitre à la main, écoutant une conversation sur les projections et le calendrier. Il a dit quelque chose sur les seuils de risque. Quelque chose sur la volatilité régionale. Quelque chose sur le prochain trimestre. Je comprenais chaque mot. Mon cœur a fait quelque chose d'étrange. Pas un battement. Plutôt une reconnaissance. Comme si une partie de ma vie que je pensais disparue venait de me taper sur l'épaule. Je l'ai entendu mettre fin à l'appel. Ses pas se sont éloignés dans le couloir. J'ai expiré. J'avais retenu mon souffle sans m'en rendre compte. Plus tard cette nuit-là, en retournant à ma voiture, l'air sentait l'herbe coupée et la chaleur de fin d'été.
J'ai repassé des parties de la conversation dans ma tête. Non pas à cause du contenu. À cause de la fluidité. Parce que quelqu'un dans cette ville parlait une langue que j'avais enterrée. Je me suis assise sur le siège du conducteur et j'ai regardé mes mains. Le nettoyage les avait stabilisées. Les chiffres les avaient façonnés. Mais cette nuit-là, quelque chose d'autre s'est agité. Un pont entre qui j'étais et qui j'étais devenu. À l'époque, je ne savais pas qui était vraiment l'homme au téléphone. Je ne savais pas quel rôle il jouerait. Je ne connaissais que le son de sa voix en arabe qui a fait bouger quelque chose en moi. Une porte n'est pas complètement ouverte. Pas encore. Mais elle n'est plus fermée. Quelques soirs plus tard, j'étais de retour chez lui, essuyant le petit garde-manger à côté de la cuisine. Il était tard, près de l'heure où toute la maison s'installait dans ce doux silence où l'on peut entendre plus clairement sa propre respiration. Je réorganisais des contenants qui avaient été déplacés pendant la journée, laissant le rythme de cette tâche me vider l'esprit. Des gestes simples, des résultats simples, personne ne regardait. Julien avait été au téléphone dans le couloir, parlant à nouveau en arabe. Le ton de sa voix était stable, sec par moments, ce qui me disait qu'il était fatigué mais qu'il travaillait encore. Quand l'appel s'est terminé, il y a eu quelques secondes de silence. Puis j'ai entendu ses pas, sans hâte, se dirigeant dans ma direction. Il est entré dans l'embrasure du garde-manger sans s'annoncer. C'était normal. Il accomplissait rarement les petits rituels de politesse que d'autres clients riches aimaient afficher. Il apparaissait simplement là où il devait apparaître. Il a posé une question en arabe. C'était une petite question. Quelque chose sur le planning de l'équipe de nettoyage cette semaine et si le couloir latéral resterait dégagé pendant que les entrepreneurs déplaceraient du matériel le matin. Il l'a posé de la manière dont il l'aurait posé à n'importe qui du personnel. Il a dit mon nom comme il le faisait toujours chez lui, de la manière dont on appelle une personne sur laquelle on a l'habitude de compter pour obtenir des éclaircissements. J'ai répondu avant d'avoir eu le temps de réfléchir. En arabe. Une explication rapide sur le fait que le passage serait ouvert et quelle entrée il prévoyait d'utiliser. Mon ton était neutre, automatique, de la même manière que je pourrais répondre à une question sur l'endroit où le désinfectant était stocké. Il est resté immobile, juste une demi-seconde. J'ai senti son attention changer. Pas suspicieuse, mais aiguisée. Il a répété la question avec une formulation légèrement différente. Les gens font ça quand ils testent ce qu'ils pensent avoir entendu. J'ai répondu à nouveau, également sans réfléchir. Court. Précis. Sans fioriture. Il s'est approché un peu plus, n'envahissant pas l'espace mais marquant le changement. Puis il a posé une question sans rapport avec l'équipe. Quelque chose sur le fait de savoir si la porte du garde-manger avait coincé plus tôt dans la journée. Encore une fois, j'ai répondu sans changer de langue, décrivant la charnière et la façon dont la maison a tendance à se dilater lorsque l'humidité augmente. Il n'a pas interrompu. Il m'a juste regardé avec une sorte de calcul silencieux, comme s'il essayait de comprendre un chiffre qui n'appartenait pas à l'équation. Après un moment, il a dit, en anglais cette fois, « Puis-je vous demander quelque chose ?» Sa voix était plus douce que d'habitude, mais pas amicale. Plutôt comme quelqu'un qui étudie un puzzle. J'ai continué à nettoyer, car s'arrêter aurait rendu le moment trop lourd. Il a désigné le petit presse-papier sur le comptoir près des bacs à fruits. Le personnel l'utilisait pour des notes sur le réapprovisionnement et des problèmes mineurs. Il a dit qu'il essayait d'amener l'équipe à écrire des notes plus claires pour les transferts internes. Il a pointé une note écrite plus tôt dans la journée. Elle était vague, écrite en phrases incomplètes, et le sens aurait pu aller dans 3 directions différentes. Il a dit qu'il avait besoin d'une version plus claire. Quelque chose de simple et de précis pour que le personnel du matin ne perde pas de temps à deviner. Puis il m'a demandé si je pouvais la réécrire. Juste pour rendre les choses plus claires. J'ai hésité. Non pas parce que je ne pouvais pas le faire, mais parce que je connaissais le risque de se démarquer, même d'un pouce. Mais il ne posait pas de questions sur les projections de marché. Il ne me demandait pas de résoudre quoi que ce soit de compliqué. C'était juste une note. Quelques phrases. Rien qui ne puisse révéler quoi que ce soit que je ne voulais pas révéler. Alors je lui ai dit oui, tant que mon nom n'y figurait pas. Il m'a regardé attentivement alors, comme si la condition elle-même lui en disait plus que la réponse ne l'aurait fait. J'ai réécrit la note. Ça a pris moins d'1 minute. Une explication simple. Un calendrier clair. Des instructions directes.
quelque chose que n'importe qui pouvait comprendre sans deviner. J'ai replacé le presse-papier sur le comptoir. Il a parcouru la note avec un petit hochement de tête. Pas impressionné. Pas suspicieux. Juste observateur. Je pouvais dire qu'il ne savait toujours pas quoi faire de moi, mais il était trop discipliné pour en montrer plus. Il a dit merci. Pas nonchalamment, mais délibérément. Puis il a quitté le garde-manger. Quand il est parti, je me suis rassise sur mes talons un moment, les mains encore gantées. Je pouvais l'entendre s'éloigner dans le couloir. Lentement. Pensivement. Pas inquiet. Juste en train de réfléchir. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Que réécrire quelques phrases ne signifiait rien. Que répondre à une poignée de questions en arabe signifiait encore moins. Qu'il était juste poli, ou curieux, ou momentanément pratique. Mais je savais mieux. Les gens comme Julien ne remarquent pas les choses sans raison. Ils n'entendent pas une langue et la classe comme une coïncidence. Ils ne regardent pas les réactions et les oublient. Ce que je ne savais pas encore, c'était à quel point sa curiosité pouvait être contrôlée. À quel point il pouvait être patient. Comment il observerait sans s'immiscer. Comment il attendrait que les schémas se répètent avant de former une conclusion. À ce stade, cependant, il ne me faisait pas confiance. Pas même un peu. Il ne se méfiait pas de moi non plus. J'étais simplement une nouvelle variable dans son environnement. Une qu'il devait mesurer avant de décider quoi que ce soit. J'ai fini le garde-manger et j'ai rassemblé mes fournitures. La maison était de nouveau silencieuse, le genre de silence qui vient après un changement dans l'air. J'ai traversé le couloir avec mon chariot de nettoyage, et chaque roue tournait avec ce son doux et caoutchouteux qui me rappelait toujours les supermarchés tard le soir. Au bout du couloir, je me suis arrêté, juste assez longtemps pour stabiliser mes mains. Non pas parce que j'étais secoué, mais parce que quelque chose en moi se sentait trop éveillé, trop alerte, comme si une porte qui était restée verrouillée pendant des années s'était entr'ouverte d'une fraction. Je suis sorti dans l'air chaud de la nuit. Ça sentait le pin et la légère douceur du jardin qu'il entretenait du côté ouest de la propriété. J'ai chargé mes fournitures dans ma voiture et je suis resté assise un moment avant de démarrer le moteur. Je savais que ce qui s'était passé dans le garde-manger était petit. À peine digne d'être noté. Une poignée de mots échangés dans une langue que j'avais gardée enfouie. Une phrase réécrite sur un presse-papier. Rien qui n'aurait dû avoir d'importance. Et pourtant, si. Ça comptait parce que je lui avais répondu sans réfléchir. Parce que l'arabe m'était revenu comme une mémoire musculaire. Parce que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un m'avait regardé et avait vu quelque chose qu'il ne pouvait pas catégoriser. J'ai démarré le moteur. Les phares ont éclairé l'allée de gravier. En m'éloignant, la maison est devenue plus petite dans mon rétroviseur, ses fenêtres chaudes contre la nuit. J'ai roulé vers la maison avec l'étrange sentiment qu'une question silencieuse avait été posée, et qu'une réponse silencieuse avait déjà été donnée, même si aucun de nous ne savait encore ce que cela signifiait. Cette nuit-là, je me suis endormi rapidement, mais le son de sa voix en arabe a persisté, se faufilant dans le bord de mes rêves, attendant la prochaine fois qu'il referait surface. Ça n'a pas pris longtemps. 2 jours plus tard, je suis retourné chez lui pour un service du soir. La maison était plus animée que d'habitude. Quelqu'un réparait une section du sol du rez-de-chaussée, et le personnel se déplaçait avec plus de détermination que la normale. Je suis resté dans ma zone assignée, essuyant les surfaces, vidant les poubelles, remettant les choses en place comme la gouvernante en chef le préférait. Tout était assez ordinaire pour que je me convainque presque que le moment dans le garde-manger n'avait rien signifié. Mais quand je suis entré dans le petit bureau à côté du couloiret, Julien était déjà à l'intérieur, debout près du bureau avec un dossier ouvert devant lui. Il a levé les yeux quand il m'a entendu, pas surpris, juste conscient. Il a dit quelque chose de poli en anglais, le genre de salutation que les gens utilisent quand ils reconnaissent votre existence mais ne veulent pas interrompre leur propre élan. J'ai hoché la tête et je l'ai contourné pour atteindre le chariot de fourniture. Puis il a de nouveau parlé en arabe, cette fois pas au téléphone. Il a posé une question simple près de la porte, sur le fait de savoir si l'équipe de réparation avait bloqué la sortie latérale plus tôt. C'était comme un coup de coude déguisé en question. J'ai répondu sans émotion, de la même manière qu'auparavant. Il n'a pas souri. Il n'a pas froncé les sourcils. Il a juste absorbé la réponse, l'a classée, et est retourné à son dossier. Ça aurait pu en rester là, sauf qu'Omar est entré 1 minute plus tard. Sa voix était douce,
grave, avec le genre d'accent qui vient de quelqu'un qui a grandi en parlant 3 langues à la fois. Il a salué Julien, puis m'a remarqué et s'est arrêté. Ses yeux se sont tournés vers Julien comme pour poser une question silencieuse. Julien a répondu quelque chose en arabe. Pas à mon sujet. Pas vraiment. C'était plus un commentaire, une observation, puis une question directement pour Omar. Une petite question sur le moment de la saisie des données pour les rapports internes. Omar a répondu en arabe, et la conversation s'est poursuivie nonchalamment, jusqu'à ce que Julien pose une courte question et regarde de nouveau vers moi. Je savais ce qu'il faisait. Il voulait voir si l'incident du garde-manger avait été un accident ou une compétence. J'ai répondu. Encore une fois. Calme. Précise. Exact. Omar a réagi de la même manière que Julien la première fois. Il m'a étudié, pas grossièrement, juste assez longtemps pour décider si ce qu'il avait entendu était digne de confiance. Puis il a posé une autre question, celle-ci plus technique, sur le fait de savoir si un changement dans les schémas d'approvisionnement affecterait les charges de travail du personnel. J'ai reconnu la question pour ce qu'elle était. Un test. Alors j'ai donné une réponse de niveau test. Courte. Neutre. Rien au-delà de ce que n'importe qui pourrait observer en regardant le flux de la maison. Il a hoché la tête une fois. C'était tout. Je me suis retourné vers mon chiffon de nettoyage, essuyant un coin du bureau qui était déjà impeccable. Ils ont continué à parler derrière moi jusqu'à ce qu'ils arrivent à un point où Julien a dit qu'il avait besoin d'un résumé plus clair de leurs notes internes. C'est alors qu'il m'a de nouveau regardé et a fait un geste vers la petite table d'appoint. Il y avait 3 feuilles de papier agrafées ensemble. L'écriture était incohérente. Certaines notes étaient vagues. D'autres contradictoires. C'était le genre de document qui fait perdre une matinée entière à essayer d'interpréter quelque chose qui était censé prendre 5 minutes. Julien a dit qu'il voulait une version condensée. Juste les points essentiels. Rien d'autre. Il a ajouté quelque chose sur le fait que le personnel du soir remarquait parfois des choses que les autres manquaient. J'ai de nouveau hésité, mais seulement un instant. Je lui ai dit que je pouvais les réécrire tant qu'il ne m'indiquait nulle part comme étant la personne qui les avait écrites. Il a accepté sans ciller. J'ai emporté les papiers dans le garde-manger et je me suis assise sur un tabouret, réécrivant tout selon mon propre schéma. Calendrier clair. Hypothèse claire. Étape suivante claire. C'était une page de logique simple, rien de spécial, juste le genre de clarté que je donnais à mon père. J'ai fini en quelques minutes et je l'ai ramené à Julien. Il a parcouru la page, puis l'a tendue à Omar. Ils se sont regardés. Pas impressionnés. Pas effrayés. Pas suspicieux. Juste curieux. Ce fut le début. Ils ne m'ont pas fait confiance instantanément. Les hommes comme Julien ne le font jamais. Au lieu de cela, ils m'ont testé de la même manière que les investisseurs testent les marchés. Petite pression. Petit risque. Petite question. Quelques nuits plus tard, je remplissais les articles en papier dans le placard du couloir quand j'ai entendu mon nom prononcé en arabe. J'ai marché vers le bureau, pensant que j'avais mal entendu. Mais Julien se tenait là avec une feuille de calcul sur son ordinateur portable. Il a pointé une colonne et a posé une question sur le schéma qu'il voyait. Les chiffres étaient petits, si petits qu'ils n'avaient guère d'importance. J'ai répondu quand même, expliquant ce qui pourrait causer le changement. Il a essayé de demander à nouveau sous un angle légèrement différent. J'ai donné la même explication, le même ton. Sans fioriture. Il a hoché la tête et a continué à travailler. C'est devenu un schéma. Pendant les services de nettoyage, il posait de petites choses. Pas des choses importantes. Pas à fort enjeu. Juste de petites questions pour comprendre si ce qu'il voyait était réel ou une coïncidence. Omar a commencé à vérifier derrière lui, vérifiant si mes réponses avaient un sens. Ils étaient toujours prudents. Toujours silencieux. Toujours subtils. La plupart des jours, je gardais ma routine. Nettoyer les comptoirs. Dépoussiérer les étagères. Remplacer les serviettes. Remettre les choses en place pour que le personnel du matin n'ait pas à le faire. La nuit, quand la maison se calmait, j'écrivais parfois de courtes notes sur des bouts de papier sur des choses qui pourraient avoir de l'importance pour leur processus interne. Jamais signé. Jamais demandé. Juste de petites corrections qui faisaient gagner du temps aux gens.
Un soir, alors que j'apportais un sac poubelle du couloir, j'ai vu Julien debout à la grande fenêtre, regardant la pelouse. Il a dit quelque chose sans se retourner, demandant si j'avais remarqué le schéma dans les journaux de maintenance. Une petite incohérence, qui ne signifiait presque rien mais qui laissait présager un retard potentiel d'approvisionnement. J'ai répondu avec l'interprétation la plus conservatrice. Il m'a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Puis il a dit à Omar de le modéliser des deux manières. Pas d'urgence. Juste de la curiosité. Quelques minutes plus tard, il m'a demandé si je voulais voir quelque chose. Il n'a pas attendu de réponse. Il a posé une petite feuille imprimée sur la table. C'était une liste de positions d'essai, de petites sommes d'argent utilisées pour tester des hypothèses. Il a pointé une ligne et a dit qu'il envisageait de la décaler pour des raisons de calendrier. Puis il a demandé ce que j'en pensais. J'ai failli rire. Pas de joie. D'incrédulité. J'avais passé des années à être invisible, et maintenant quelqu'un me demandait mon avis sur quelque chose qu'il pouvait perdre sans s'en apercevoir. C'était la clé. C'était de l'argent qu'il pouvait se permettre de perdre. Pas un véritable investissement. Une expérience inoffensive. Alors je lui ai dit la vérité. Que le calendrier semblait décalé de quelques jours à cause d'un subtil décalage de prix qui précédait généralement un ajustement prévisible. Omar a écouté attentivement. Il a écrit quelque chose. Puis il m'a demandé pourquoi j'avais dit ça. J'ai donné une courte explication. Il a hoché la tête lentement. Julien m'a étudié comme si j'étais un puzzle qu'il n'avait pas encore décidé de résoudre. 2 semaines se sont écoulées avant qu'il ne le teste. Il a ajusté la position. Un petit changement. À peine perceptible. Une somme d'argent si insignifiante pour lui qu'elle aurait pu être le coût d'un déjeuner. Mais le résultat a prouvé le problème de calendrier. Le chiffre a bougé exactement comme je l'avais dit. Pas de manière spectaculaire. Juste assez pour confirmer que je n'avais pas deviné. La fois suivante où je suis arrivé pour mon service, rien n'a été dit directement. Pas d'éloge. Pas de commentaire. Mais il y avait une différence. Il posait moins de questions de test et plus de questions authentiques. Omar a cessé de tout reformuler 2 fois. Il ne savait toujours pas qui j'étais. Il ne me faisait toujours pas entièrement confiance. Mais il ne me voyait plus comme une femme de ménage qui parlait par coïncidence l'arabe. Il me voyait comme quelque chose entre les deux. Une variable à mesurer. Une voie à vérifier. C'était un espace étrange dans lequel existait. À moitié invisible, à moitié observé. J'avais vécu pire. Plus je passais de nuit là-bas, plus le schéma s'installait. Le jour, c'était le nettoyage. La remise en place. L'organisation. La nuit, c'était de petites notes écrites dans les marges de leurs documents internes. Des clarifications silencieuses. Des observations que personne d'autre ne remarquait. Rien d'officiel. Rien avec mon nom dessus. Je gardais des limites strictes. Je n'entrais jamais dans leur bureau à moins d'y être invité. Je ne donnais jamais d'informations volontairement. Je ne laissais jamais entendre quoi que ce soit au-delà de ce qui était visible. Parfois, en rentrant chez moi après minuit, les lumières de la ville se brouillaient contre le pare-brise, et je ressentais un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas de la fierté. Ce n'était pas de la validation. C'était quelque chose de plus simple. Quelqu'un avait écouté. Pas entièrement. Pas profondément. Pas complètement. Mais assez pour prouver que je n'imaginais pas mon propre esprit. Une nuit, en quittant sa maison, l'air était frais pour la première fois de la saison. Les feuilles raclaient doucement l'allée. Quand j'ai atteint ma voiture, je me suis arrêté, la main sur la portière. J'ai senti le changement à nouveau. Silencieux. Lent. Certain. Pas de la confiance. Pas encore. Mais de la possibilité. J'ai roulé vers la maison avec cette possibilité assise sur le siège passager comme une invitée non désirée. Je ne l'ai pas repoussée. Je l'ai juste laissé m'accompagner en silence, attendant la suite. Lydia a fait glisser son ongle sur le bord de son verre de vin si lentement que cela a produit un son mince et aigu, comme quelque chose qui se resserre dans l'air. Elle ne m'a pas regardé. Elle n'en avait pas besoin. J'ai senti le changement se produire en elle avant même qu'elle ne parle, mais les mots ne sont pas venus. Pas encore.
Parce que ce qui s'est passé ensuite ne lui appartenait pas. Ça a commencé derrière moi, dans l'embrasure de la cuisine, avec une voix qui n'avait jamais existé auparavant à l'intérieur de la maison de mes parents. Julian a dit mon nom. Pas en anglais. Pas gentiment. Pas avec prudence. Il l'a dit exactement de la même manière qu'il le faisait toujours chez lui, de ce ton sec et concentré qu'il utilisait quand il avait besoin de clarté. Puis il l'a suivi d'une question en arabe. Une vraie question. Une qu'il avait clairement portée avec lui toute la journée, tournant encore dans son esprit même alors qu'il était assis dans la salle à manger de quelqu'un d'autre pour les fêtes. Pendant une seconde entière, mon corps a oublié où j'étais. Mes mains étaient couvertes d'eau de vaisselle. Je tenais une serviette humide. Ma famille était derrière moi dans la salle à manger. Mais au moment où sa voix a touché l'air, j'étais de retour dans ce couloir, de retour à côté du bureau en verre, de retour dans le rythme calme de répondre sans réfléchir. Alors j'ai fait ce que je faisais toujours. Je lui ai répondu. En arabe. Doucement. Directement. Par réflexe. Les mots ont quitté ma bouche avant que j'aie eu le temps de me souvenir qu'ils n'avaient pas leur place ici, dans cette maison, dans cette cuisine, à portée de ces gens qui croyaient m'avoir déjà défini. Toute la pièce s'est immobilisée. Même les fourchettes ont cessé de gratter les assiettes. Les conversations se sont arrêtées en pleine phrase. Quelqu'un a posé un verre trop fort, et cela a fait un bruit sourd contre la table. Mais personne n'a réagi plus vite que Lydia. Elle a tourné la tête si brusquement que j'ai entendu les boucles d'oreilles qu'elle portait frôler ses cheveux. Son expression ne correspondait à rien de ce que j'avais vu d'elle auparavant. Pas de la moquerie. Pas de l'irritation. Quelque chose de plus proche du calcul. Comme si elle venait de regarder le sol sous ses pieds bouger d'une fraction de pouce et qu'elle se dépêchait de décider s'il était sûr d'avancer. La main de ma mère s'est figée autour de sa serviette. Mon père a froncé les sourcils, non pas de confusion, mais de la manière dont quelqu'un fronce les sourcils quand il voit quelque chose qu'il ne peut pas immédiatement catégoriser. Il n'a pas dit mon nom. Il n'a pas demandé ce qui avait été dit. Il m'a simplement regardé comme si j'avais mal fonctionné devant lui. Mais la réaction la plus étrange est venue des invités. Quelques-uns d'entre eux ont jeté un coup d'œil vers la cuisine, puis l'un vers l'autre, une confusion polie vacillant sur leur visage. Ils ont reconnu l'arabe. Ils ne l'ont pas reconnu venant de moi. J'ai senti le changement se propager comme une onde de choc silencieuse. Pas forte. Pas dramatique. Juste assez précise pour frapper chaque personne dans cette salle à manger. Julian est alors entré complètement dans la cuisine, comme s'il venait de réaliser ce qu'il avait fait. Sa posture a légèrement changé. Pas embarrassé. Pas sur la défensive. Juste conscient. Il m'a regardé directement, pas au-delà de moi comme ma famille le faisait souvent. Il a posé une deuxième question en anglais cette fois, plus douce, comme pour me donner une chance de me réorienter. Mais le mal était déjà fait. Sa présence avait réécrit l'air. La cuisine semblait plus petite. La maison semblait plus froide. Mon rôle semblait soudainement instable, comme si je me tenais sur une plateforme qui n'avait été soutenue que par leurs suppositions, et que quelqu'un venait de donner un coup de pied dans le premier pilier. Derrière moi, j'ai entendu quelqu'un à table murmurer quelque chose à voix basse. Un doux « qu'est-ce que c'était ?» suivi d'un rapide « chut ». Ma mère s'est à moitié levée de sa chaise avant de se rasseoir, incertaine de la réaction correcte. Mon père s'est raclé la gorge une fois, longuement et à voix basse, se préparant à reprendre le contrôle d'une pièce qu'il avait entièrement construite sur la hiérarchie et la prévisibilité. Julian ne semblait rien remarquer de tout cela. Ou peut-être que si. Peut-être qu'il remarquait tout. Mais il ne s'est pas excusé de m'avoir parlé. Il n'a pas expliqué pourquoi il l'avait fait. Il a simplement reposé sa question, de la manière dont quelqu'un le fait quand la conversation est beaucoup plus importante pour lui que l'environnement qui l'entoure. Cette fois, je lui ai répondu en anglais. Ses yeux ont vacillé très légèrement de reconnaissance. Pas de moi exactement, mais de l'ajustement que j'avais fait. La conscience que je comprenais assez bien le contexte pour changer de langue au besoin. C'était le genre de reconnaissance qui n'avait rien à voir avec la hiérarchie et tout à voir avec la compétence. Un genre de reconnaissance que ma famille ne m'avait jamais offert. J'ai vu la mâchoire de Lydia se contracter alors qu'elle le regardait me parler. Pas de la flirtation. Pas de l'intérêt. Pas de la chaleur. Juste le simple fait de s'adresser à moi comme si mon esprit existait.
Elle ne pouvait pas supporter ça. Je me suis légèrement écarté pour lui laisser de la place près du comptoir. Il s'est déplacé comme s'il avait sa place là, complètement inconscient de la tension qu'il avait déclenchée. Il a posé une main sur le bord du comptoir en attendant ma réponse, la même position décontractée qu'il utilisait chez lui. Familier. Automatique. La façon dont quelqu'un se positionne autour d'une personne qu'il a l'habitude de consulter. Il avait oublié où nous étions. C'était la vérité. Il avait oublié que dans cette maison, je n'étais pas la personne silencieuse qui réécrivait des notes et clarifiait des schémas. J'étais la fille que mon père avait annoncé ne pas mériter une place à table. La fille que ma mère disait ne valoir rien. La femme de ménage que Lydia méprisait. Il avait oublié. Mais ma famille non. Et le silence qui a suivi était si lourd qu'il semblait courber les bords de la pièce. Un serveur s'est penché pour remplir le verre d'un invité et s'est figé en sentant la tension. Deux cousins qui riaient plus tôt se sont tus. Quelqu'un a laissé tomber un couvert, et le bruit a été plus fort qu'il n'aurait dû. Puis j'ai entendu une lente expiration de la salle à manger. Pas la mienne. Celle de Lydia. C'était le son qu'elle faisait quand elle réalisait qu'une histoire qu'elle avait passé des années à construire venait d'avoir une fuite. Elle m'a regardé comme si elle voyait un fantôme. Ou pire, une survivante. Mon père a finalement forcé un rire cassant, le genre utilisé pour rejeter quelque chose que l'on ne veut pas comprendre. Il a dit quelque chose pour minimiser le moment, mais sa voix manquait de conviction. Le sourire de ma mère était crispé et mince, se fissurant déjà sur les bords. Mais rien de ce qu'ils ont fait ne pouvait changer le fait que la pièce l'avait vu. Entendu. Ressenti le changement. J'ai posé la serviette et j'ai reculé car il n'y avait nulle part où aller qui ne ressemblait pas à une retraite. Julien a alors remarqué la tension, l'a vraiment remarqué, et un subtil pli est apparu entre ses sourcils. Il a regardé de moi à la salle à manger, puis de nouveau à moi, assemblant les pièces avec une efficacité qui m'a serré l'estomac. Il a dit quelque chose de doux, assez bas pour que seul moi l'entende. Une petite excuse pour avoir interrompu mon travail. Pour m'avoir entraîné dans quelque chose que je n'avais pas demandé. J'ai hoché la tête une fois. Mais la salle à manger regardait toujours. Tous. Chaque personne. J'ai entendu mon nom à nouveau, cette fois pas de Julien, mais de la table. La voix de Lydia. Tranchante. Contrôlée. Trop contrôlée. Elle a appelé mon nom comme un avertissement. Je me suis tourné lentement vers elle. Son expression n'était pas de la colère. Pas de la confusion. C'était de la peur. Petite. Subtile. Rapidement cachée. Mais réelle. Elle avait peur, non pas parce qu'elle comprenait la langue parlée, mais parce qu'elle comprenait le déséquilibre que cela créait. Quelque chose avait basculé d'une manière qu'elle n'approuvait pas. Quelque chose avait échappé à son contrôle. Le genre de peur qui vient quand une fissure se forme dans une histoire que vous racontez depuis trop longtemps. Je me suis tenu là, dans l'embrasure entre la cuisine et la salle à manger. Julien derrière moi. Ma famille devant moi. Et pour la première fois depuis que j'étais entré dans cette maison ce soir, j'ai senti une vieille partie de moi revenir. Pas de la fierté. Pas du triomphe. De la reconnaissance. De qui j'étais. De qui on m'avait forcé à devenir. De qui ils avaient prétendu que j'étais. La pièce est restée silencieuse assez longtemps pour que même les bougies semblent brûler plus fort. Puis Lydia a de nouveau parlé, sa voix plus mince maintenant, étranglée par le besoin soudain de reprendre le contrôle. Elle m'a demandé quelque chose d'inutile, quelque chose dont elle connaissait déjà la réponse, juste pour rétablir la hiérarchie. Mais la tentative était trop tardive. Julien la regardait avec le même intérêt calme qu'il utilisait en lisant un graphique qui ne s'alignait pas tout à fait. Et Lydia, pour la première fois de sa vie, semblait incertaine de ses appuis. J'ai soutenu son regard un instant. Juste un instant. Assez longtemps pour voir l'instant précis où elle a réalisé que quelque chose avait changé d'une manière qu'elle ne pouvait pas nommer. C'est là que la nuit a changé de cap et c'est là que je me suis tenu, suspendu entre deux versions de moi-même, écoutant le dénouement silencieux d'une histoire qui n'avait jamais été vraie en premier lieu. Le visage de Lydia était encore crispé par cette peur mince et tendue quand l'air dans la salle à manger a de nouveau changé, comme si toute la maison prenait une inspiration qu'elle ne voulait pas relâcher. Je suis resté dans l'embrasure de la porte un instant de plus, essayant de me stabiliser, quand Julien a parlé derrière moi d'un ton égal qui a porté plus loin qu'il ne l'avait probablement prévu.
Il a dit qu'il retournerait à table. Pas suggéré. Pas demandé. Déclaré. Il est passé à côté de moi sans me toucher, mais la distance entre nous semblait chargée, comme de l'électricité statique au bord d'une tempête qui s'était formée bien avant que l'un ou l'autre d'entre nous n'entre dans cette maison. J'ai suivi à quelques pas derrière, non pas parce que je voulais être près de cette table, mais parce que la pièce semblait verrouillée autour de moi, et se retirer était impossible sans créer plus de spectacle. Julian est retourné dans la salle à manger avec une autorité calme qui ne correspondait pas au chaos qu'il avait involontairement créé. Les conversations qui avaient tenté de reprendre vie se sont instantanément éteintes. Les gens se sont redressés sur leurs chaises. Quelqu'un a posé une fourchette au ralenti. Mon père s'est raclé la gorge de la manière dont il le faisait toujours quand il sentait le contrôle lui échapper. Il a forcé un sourire et a commencé à dire quelque chose sur trop de vin et l'excitation des fêtes. Mais Julian ne lui en a pas laissé l'occasion. Il a posé légèrement la main sur le dossier de sa propre chaise, a regardé directement mon père, et a dit quelque chose que personne à cette table ne s'attendait à entendre. Elle travaille avec moi depuis des années. La pièce est devenue silencieuse d'une manière qui semblait physique, comme si le son avait été aspiré de l'air. Ma mère a cligné des yeux. 2 fois. La bouche de Lydia s'est légèrement ouverte, puis s'est refermée, puis s'est rouverte, comme si son esprit ne pouvait pas calculer ce qu'elle venait d'entendre. Mon père s'est assis en arrière, les épaules raides, les yeux se rétrécissant non pas de confusion, mais d'incrédulité que quelqu'un ose introduire une histoire qu'il n'avait pas scénarisée. Je suis resté près de l'embrasure de la cuisine, incapable d'avancer et ne voulant pas reculer. Julian a de nouveau parlé, cette fois avec la clarté patiente de quelqu'un habitué à expliquer des choses complexes à des gens qui interprètent mal l'évidence. Il a dit mon nom. Puis il a dit que j'avais soutenu ses évaluations internes et ses processus logistiques pendant une période de temps significative. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas embelli. Il ne s'est pas tourné vers moi pour confirmation. Il a fait une déclaration de fait. Omar, qui était assis près du milieu de la table, a hoché la tête une fois. Un petit geste, mais il a tranché l'incrédulité comme une lame. Les gens l'ont regardé parce qu'il avait cette présence, le conseiller silencieux dont l'approbation avait du poids même sans titre affiché sur sa poitrine. Les doigts de ma mère se sont resserrés autour du pied de son verre de vin. Mon père s'est légèrement penché en avant et a demandé d'une voix tendue si Julian voulait dire qu'elle aidait son personnel de nettoyage. Cela sonnait désespéré. Mince. Comme quelqu'un essayant de remettre en place toute une structure qui s'effondre. Julian a secoué la tête. Non. Pas le nettoyage, a-t-il dit. Le travail d'analyse. La planification interne. L'interprétation des risques. Le silence s'est approfondi. Quelqu'un a toussé doucement. Un invité au fond a posé ses couverts avec un petit cliquetis. Lydia m'a regardé comme si j'étais une étrangère qui était entrée dans sa maison en portant ses vêtements. Julian a continué, toujours calme. Il a expliqué ce qu'il voulait dire. Pas entièrement, jamais entièrement. Mais assez. Assez pour que la pièce comprenne que mon rôle avait été plus que d'essuyer des surfaces et de remplacer des serviettes. Assez pour qu'il saisisse l'implication qu'il faisait confiance à mon jugement. Assez pour qu'il réalise que j'avais fonctionné dans un espace dont aucun d'eux ne connaissait l'existence. Puis il a mentionné quelque chose qui a coupé le dernier souffle de la pièce. Il a dit que j'avais identifié des signaux précoces dans les mouvements du marché de 2024. Des signaux qu'il avait initialement rejetés parce qu'ils venaient d'une source inattendue. Un petit sourire a vacillé au coin de sa bouche, pas de l'amusement, mais la faible reconnaissance du recul. Il a dit qu'il avait testé mon interprétation en utilisant de l'argent qu'il pouvait se permettre de perdre. Une somme insignifiante pour lui, mais suffisante pour vérifier l'exactitude. Assez pour confirmer qu'il devait écouter. Il a dit que j'avais eu raison. Mon père a bougé sur son siège, le malaise l'ondulant comme un tremblement. Il m'a regardé alors, non pas avec colère, mais avec quelque chose de plus froid. Une prise de conscience qu'il avait sous-estimé quelqu'un qu'il avait supposé être inférieur à lui. Les lèvres de ma mère se sont pressées si fort qu'elles sont devenues blanches. Son regard a oscillé entre moi et Julian, puis s'est posé sur son assiette. Lydia n'a pas bougé du tout. Sa posture était rigide, ses yeux brillant d'une sorte d'incrédulité qui frisait la terreur. Julian a laissé le silence s'étirer avant d'ajouter quelque chose de presque désinvolte. Je lui ai demandé parce qu'elle voit les schémas rapidement. Inhabituellement rapidement.
Il l'a dit de la manière dont quelqu'un mentionne une compétence sur laquelle il compte. Pas un compliment. Pas une performance. Juste un fait. Puis est venu le moment qui a fendu la nuit en deux. Julien s'est tourné complètement vers mon père. Son expression n'a pas changé. Son ton ne s'est pas aiguisé. Il a simplement posé une question. Est-ce qu'elle vous a prévenu aussi? Mon père s'est figé. Il n'a pas cligné des yeux. Il n'a pas respiré pendant une seconde. Il a juste regardé Julien, comme si la question elle-même était une accusation. Parce que c'en était une. Il ne s'agissait pas de marcher. Il s'agissait de toutes les fois où j'avais essayé de lui dire quelque chose qu'il ne voulait pas entendre. Toutes les fois où j'avais placé des données devant lui qu'il avait ignorées. Toutes les fois où j'avais parlé avec clarté pour être seulement rejeté parce que les mots venaient de moi. Papa a dégluti une fois. Fortement. Il a ouvert la bouche pour parler, mais rien n'est sorti. Les muscles de sa mâchoire ont bougé alors qu'il cherchait une version de la vérité qui ne le ferait pas paraître négligent. Ou mesquin. Ou stupide. Il n'y en avait aucune. Ma mère l'a regardé, son visage tendu par le genre de pression que les gens ressentent quand ils savent que leur partenaire est tombé dans un piège qu'il s'est tendu à lui-même. Mais elle ne l'a pas secouru. Elle est restée silencieuse. Lydia a essayé de parler, mais sa voix s'est brisée sur le premier mot. Elle l'a couvert d'une toux, mais le mal était fait. Tout le monde l'a entendu. Omar, qui parlait rarement en public, a regardé directement mon père et a confirmé que les signaux que j'avais identifiés correspondaient aux premières discussions de leur équipe de stratégie interne. Ce n'était pas tout à fait vrai. J'avais été la première à les mentionner. Mais sa formulation était intentionnelle. Il donnait à Julien le poids de la corroboration, mais me donnait aussi une couverture. Une courtoisie à laquelle je ne m'attendais pas. Mon père a finalement trouvé sa voix. Elle est sortie basse, défensive. Il a dit quelque chose sur le fait de ne pas se souvenir des détails, sur le fait que le moment n'avait pas été clair, sur le fait de ne pas vouloir prendre de risques inutiles pendant une période d'instabilité. Ces mots ont trébuché. Il se contredisait. Il ressemblait à un homme essayant de construire un escalier tout en tombant dedans. Julien n'a pas répondu à l'excuse. Il a simplement incliné la tête et l'a étudié. Ce regard calme et analytique était plus dévastateur que n'importe quelle accusation. Parce que le silence force la vérité à se tenir seule. Le regard de mon père s'est tourné vers moi. Pour la première fois de toute ma vie, j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Il ne me comprenait pas. Pas même un peu. Il avait construit tout un récit de qui j'étais, et maintenant un étranger était entré dans sa maison et l'avait fait voler en éclats avec 2 phrases. Ma mère a finalement parlé. Un son doux et cassant. Elle a dit qu'elle ne m'avait jamais entendu parler de marché ou de travail d'analyse auparavant. C'était censé être une pique, mais c'est sorti creux. Quelqu'un au fond de la table a marmonné quelque chose comme « Clairement vous auriez dû ». C'était bas, mais pas assez bas. Mon père s'est raidi. Lydia a chuchoté quelque chose pour elle-même, trop bas pour que quiconque d'autre l'entende. Ses doigts ont tremblé quand elle a levé son verre. Julien a alors fait quelque chose de subtil. Il a de nouveau regardé vers moi. Pas pour confirmation. Pas pour soutien. Juste une reconnaissance. Comme s'il me repositionnait mentalement dans la bonne catégorie. Pas une servante. Pas une employée. Pas un fantôme. Personne compétente. Une catégorie que ma famille ne m'avait jamais une seule fois permis d'occuper. La salle à manger est restée suspendue dans ce silence insupportable, chaque émotion brute est exposée sur la table à côté des assiettes de dîner intactes. Mon père a essayé de se ressaisir. Il a redressé sa veste. Il a forcé sa respiration à ralentir. Il a tenté un sourire qui a échoué à mi-chemin. Mais ce qu'il n'a pas réalisé, c'est qu'une seule question l'avait déjà défait. Est-ce qu'elle vous a prévenu aussi? Il ne pouvait pas y répondre honnêtement sans admettre qu'il m'avait rejeté. Il ne pouvait pas mentir sans se rendre ridicule devant des invités puissants. Il était piégé entre l'orgueil et la vérité. Et pour la première fois de ma vie, ce n'était pas moi qui étais acculé. La tension est devenue plus vive, pressant contre les murs, pressant contre les gens, pressant contre l'histoire que ma famille avait passé des années à fabriquer. Et c'est là que la nuit s'est équilibrée. Juste au moment où quelqu'un a finalement dit ce qui ne pouvait être tu, une chaise a légèrement raclé le sol. Pas de manière spectaculaire. Pas fort.
Juste assez pour que tout le monde l'entende. C'est venu du côté gauche de la table, où étaient assis les clients et les invités que mon père avait invités. Ce n'étaient pas des gens venus pour des liens familiaux. Ils étaient là parce que mon père voulait les impressionner. Parce que World Logistic avait besoin d'eux. Parce que ces dîners étaient sa scène et son levier. L'homme qui a déplacé sa chaise était Gregory Shaw, un avocat spécialisé en droit des transports. Grand, silencieux, avec le genre d'expression calme qui faisait que tout ce qu'il disait sonnait comme une décision formelle. Il n'était pas de la famille. Le drame familial ne l'intéressait pas. Mais il avait écouté. Il s'est légèrement penché vers la femme assise à côté de lui. Elle était l'une des partenaires potentiels pour un accord majeur que mon père poursuivait depuis des mois. J'ai vu Gregory lui chuchoter quelque chose. Quelques mots chuchotés, rien de plus. Elle a cligné des yeux. Une fois. 2 fois. Puis son visage s'est crispé avec le genre de prudence réfléchie que les gens ont quand ils entendent des informations qu'ils ne peuvent pas ignorer. Mon père a remarqué. Bien sûr qu'il l'a fait. Il s'est penché en avant, souriant de cette manière qu'il réservait pour maintenir le contrôle d'une pièce. Mais Gregory n'a pas rendu le sourire. Au lieu de cela, il a dit quelque chose d'une voix basse que tout le monde autour de lui pouvait quand même entendre. Il a mentionné une inquiétude concernant une clause de responsabilité dans le contrat que World Logistic négociait. Il ne l'a pas énoncé comme une critique. Il l'a énoncé comme une observation. Une observation silencieuse. Précise. Le genre qui change la forme d'une pièce sans en augmenter le volume. J'ai senti l'air changer à nouveau. Une ondulation qui a d'abord traversé les invités, puis s'est propagée à la famille, puis a atteint les bords de la maison elle-même. Mon père s'est raidi. Il a forcé un léger rire, tentant de rendre le commentaire enjoué. Mais Gregory a continué, son ton stable. Il a dit qu'il avait remarqué des incohérences dans la proposition présentée plus tôt ce mois-là. Des choses qui ne correspondaient pas aux projections publiques. Des choses qui rendaient le contrat plus risqué qu'annoncé. J'ai fermé les yeux une demi-seconde. Parce que je savais exactement de quelles incohérences il parlait. Je les avais signalées 3 mois plus tôt, dans un rapport que j'avais écrit en langage simple pour que mon père et Lydia ne puissent pas se méprendre. Ils avaient hoché la tête poliment. Hocher la tête était leur version de l'écoute. Hocher la tête était la façon dont ils prétendaient que mon travail comptait avant de le jeter. Mon père a essayé de rediriger la conversation vers des indicateurs positifs. Il a gesticulé en parlant, une habitude qu'il avait quand il avait besoin de paraître confiant. Mais Gregory ne l'a pas interrompu. Il a simplement attendu que mon père ait fini, puis a demandé tranquillement si l'analyse interne avait été mise à jour depuis que les nouvelles conditions de marché avaient commencé à se former au milieu de l'année 2024. Silence. Le genre de silence qui signale une réponse sans que personne n'ait besoin de parler. Ma mère a baissé les yeux sur son assiette. Non pas par embarras. Par résignation. Elle savait que mon père n'avait rien mis à jour. Il n'avait jamais rien mis à jour sans que quelqu'un ne le pousse. Et j'avais arrêté de pousser bien avant de quitter l'entreprise. L'un des plus jeunes associés au fond de la table a bougé mal à l'aise. À côté de lui, la partenaire potentielle s'est raclé la gorge et a plié sa serviette lentement, de la manière dont les gens le font quand ils décident de se retirer d'une conversation avant qu'elle ne devienne une responsabilité. Elle a dit qu'elle devait s'excuser un instant. Son ton était poli, mais le sens était tranchant comme un rasoir. Elle se retirait. Pas bruyamment. Pas avec colère. Juste en retirant sa présence, de la même manière que les investisseurs se retirent tranquillement d'un accord auquel ils ne font plus confiance. Mon père l'a regardé se lever. Son sourire a vacillé. Puis il a complètement disparu. Gregory a bu une gorgée d'eau. Calme. Détaché. Il n'avait pas l'intention d'embarrasser qui que ce soit. Il était simplement peu disposé à ignorer un risque juridique. C'était son travail. Ça avait toujours été son travail. Et ce soir, il l'avait fait ouvertement, parce qu'au moment où Julien a interrogé mon père, l'illusion d'autorité à cette table s'était déjà fissurée. Lydia s'est penchée en avant, sa voix trop vive alors qu'elle essayait de rassurer les invités. Elle a dit que l'entreprise avait mené des examens récents et que tout était aligné sur les conditions actuelles du marché. C'était le genre de déclaration vague que les gens font quand ils espèrent que personne ne demandera de preuves. Gregory a demandé des preuves.
Il a demandé si l'examen avait inclus la vérification croisée des perturbations de la chaîne d'approvisionnement signalées au début du trimestre. Il a demandé si les ajustements de taux avaient été recalculés en fonction des projections révisées. Puis il a fait une pause, a brièvement regardé vers moi, et a dit quelque chose qui a atterri comme une pierre dans l'eau. Parce que si elle l'a remarqué, a-t-il dit, d'autres l'ont fait aussi. Ce n'était pas un éloge. Ce n'était pas une validation. C'était la vérité dite sans agenda. Et elle a frappé la table avec la force silencieuse de l'inévitabilité. Mon père a ouvert la bouche 2 fois avant qu'un son ne sorte. Finalement, il a dit que l'examen était en cours. Pas terminé. Pas finalisé. Juste en cours. Sa voix tremblait sur les bords. La partenaire potentielle ne s'est pas rassise. Au lieu de cela, elle s'est écartée et a commencé à parler doucement avec un autre invité, quelqu'un qui était arrivé avec elle. Leurs visages sont passés de l'intérêt à la prudence, puis de la prudence à la distance. Puis ils se sont tous les deux dirigés vers le foyer en une retraite polie. Les gens n'ont pas besoin de déclarer leurs décisions à voix haute. Certaines décisions se prennent par le simple fait de ne pas revenir à table. Quand les gens arrêtent de hocher la tête, ils sont déjà en train de partir. C'était le premier moment où j'ai vu mon père ressentir les conséquences d'avoir ignoré quelque chose qui avait été placé directement devant lui. Pas une punition. Pas un effondrement. Juste une conséquence. Froide. Silencieuse. Précise. Le genre de karma qui n'a pas besoin de colère pour être efficace. La pièce avait changé. L'énergie avait changé. L'histoire que ma famille vendait depuis des années ne tenait plus sa forme. Sans les hochements de tête constants des invités, sans l'admiration exercée, sans la performance du succès, la vérité était simplement posée sur la table. Ward Logistique ne s'est pas effondré. Personne n'a crié. Personne n'a accusé qui que ce soit de malversation. Mais la perte d'image a été immédiate et irréversible. Pour des gens comme mon père et Lydia, l'image était une monnaie. La réputation était un levier. Ce soir, les deux leurs ont glissé des mains en silence. Ma mère s'est adossée lentement, ses doigts traçant le bord de son verre comme pour se recentrer. Elle ne m'a pas regardé. Elle n'a pas regardé mon père. Elle a regardé les sièges vides où les partenaires étaient assis. C'est là que se trouvait le dommage. Pas dans l'humiliation publique. Pas dans le conflit familial. Dans le subtil changement de perception externe. Les gens à table ont commencé à regarder mon père avec une nouvelle sorte de prudence. Le genre que les gens utilisent pour évaluer si quelqu'un vaut encore la peine d'être associé. Le genre qui vous dit que le pouvoir commence à fuir par les bords. Le visage de mon père est devenu un peu plus pâle. Il s'est essuyé le front avec sa serviette. Il a demandé si quelqu'un voulait un dessert. Personne n'a répondu. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, toujours à moitié dans la cuisine, mes mains posées sur le cadre. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Je n'ai réconforté personne. Pour la première fois de ma vie, on ne me demandait pas de réparer quoi que ce soit. Lydia a de nouveau jeté un coup d'œil vers moi, son expression rigide, ses yeux brillants de quelque chose de vif et de défensif. Elle savait que le changement était lié au moment où Julien avait posé cette question. Elle savait que le silence qui avait suivi n'avait pas été en faveur de mon père. Et elle savait que la préoccupation juridique soulevée par Grégory était quelque chose que j'avais mentionné des mois auparavant. Elle l'avait rejeté à l'époque. Tout comme mon père. Maintenant, quelqu'un avec autorité avait validé le risque exact que j'avais signalé. La pièce ne connaissait pas les détails. Ils n'en avaient pas besoin. Tout ce qu'ils avaient besoin de voir, c'était le schéma. Ils le voyaient maintenant. Julien est resté complètement neutre, ne participant ni au dénouement ni n'interférant. Il a simplement observé, comme s'il regardait le résultat prévisible d'une équation qu'il avait déjà résolue. Omar a regardé tranquillement aussi, son expression illisible. Mais il a compris les implications. Il a compris à quel point la réputation peut être fragile lorsqu'elle est construite sur des hypothèses non examinées. Quelqu'un à table a essayé de relancer une conversation sur les projets de vacances, mais les mots sont tombés à plat. Personne n'était engagé. Personne n'a ri. Personne ne semblait plus capable de faire semblant. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Ma famille ne s'effondrait pas. On les voyait avec précision. Il y a une différence. Ils perdaient la seule chose qu'ils appréciaient plus que l'amour,
la loyauté ou la vérité. Ils perdaient la conviction que les autres les admiraient. L'image. Cela avait toujours été leur monnaie. Et ce soir, la valeur de cette monnaie a chuté brusquement. Le karma n'arrive pas toujours bruyamment. Parfois, il entre dans une pièce, prend un siège et attend que tout le monde remarque le changement de température. Je me suis tenu tranquillement, laissant le poids s'installer. Julien m'a jeté un coup d'œil une fois, subtil, presque involontaire. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai tenu le moment aussi immobile que possible parce que quelque chose en moi savait que ce n'était pas le point culminant. C'était la préface. Le début du dénouement. La première fissure dans une structure qui avait été soigneusement entretenue pendant des années. Et alors que la pièce tombait dans un silence mal à l'aise, avec des assiettes à moitié mangées et des menus de dessert intacts, j'ai senti le prochain tournant de l'histoire se pencher. Certaines vérités ne restent pas cachées pour toujours. Et ce soir, la pièce avait enfin cessé de hocher la tête. Je suis resté près de l'embrasure de la cuisine longtemps après que la table soit tombée dans le silence. Personne ne m'a dit de partir. Personne ne m'a dit de rester. Les gens évitaient de me regarder, de la même manière que l'on évite de regarder directement quelque chose qui nous force à nous confronter. Ça aurait été plus facile si quelqu'un avait crié. La colère, je pouvais la gérer. Mais ce dénouement silencieux, ce malaise collectif, était plus lourd que n'importe quelle insulte que ma famille m'avait jamais lancée. Quand les invités ont finalement commencé à repousser leurs chaises, murmurant des excuses sur des matinées précoces et des projets de voyage, je me suis écarté pour leur faire de la place. Quelqu'un a doucement touché mon bras en passant et a chuchoté quelque chose de gentil que je n'ai pas tout à fait enregistré. J'étais trop concentré sur la façon dont mon père s'est levé de son siège, la mâchoire serrée, les yeux passant d'une personne à l'autre comme pour essayer de calculer l'étendue des dégâts. Il n'est pas venu vers moi immédiatement. Au lieu de cela, il est allé dans le foyer avec l'un des partenaires qui était resté juste assez longtemps pour ne pas être impoli. Leur conversation a duré moins d'1 minute. De brefs hochements de tête. Des sourires crispés. Une poignée de main trop rapide. Puis l'homme est sorti et n'a pas regardé en arrière. Ma mère se tenait figée au bord de la salle à manger. Lydia est restée assise, fixant son assiette vide comme si elle attendait qu'elle lui donne des instructions. Quand le dernier invité est parti, mon père a finalement prononcé mon nom. Il ne l'a pas crié. Il l'a dit doucement, ce qui, d'une certaine manière, semblait pire. Il m'a demandé de le suivre. Ma mère et Lydia sont venues aussi. Personne n'a discuté de l'endroit où nous allions. C'était automatique, de la même manière que nous avions toujours géré les conflits. En privé. Derrière des portes closes. Jamais devant des étrangers. Il nous a conduits dans le petit salon près de l'escalier. La porte a cliqué derrière nous. Mon père se tenait les mains sur les hanches, respirant lentement comme s'il se préparait à une confrontation qu'il ne savait pas comment commencer. Ma mère a pris le causeuse. Lydia s'est perchée sur la coudoir d'un fauteuil, les coudes rentrés, les épaules tendues. Je me suis tenu près de la fenêtre. La distance me semblait nécessaire. Mon père s'est raclé la gorge. J'ai attendu. Il a finalement dit qu'il ne comprenait pas pourquoi je ne leur avais pas tout dit plus tôt. Sa voix oscillait entre la déception et l'accusation. Il l'a dit comme si j'avais trahi la famille en cachant quelque chose d'important. Comme s'il avait jamais voulu savoir de quoi j'étais capable. Je lui ai rappelé que je lui avais dit. Maintes et maintes fois. Pas à propos de Julien, mais à propos des signaux, des schémas, des incohérences. Les mêmes choses qu'il avait rejetées parce qu'elles ne venaient pas de la fille qu'il appréciait. Il a secoué la tête, rejetant déjà le souvenir. Il m'a accusé de déformer les choses, de le faire paraître ridicule devant des gens qu'il respectait. Il a dit que j'aurais dû lui donner de la clarté. Je lui ai dit qu'il n'avait jamais voulu de clarté. Il voulait une confirmation. Ce ne sont pas les mêmes choses. Ma mère s'est penchée en avant, sa voix plus douce que la sienne mais non moins pointue. Elle a dit que les familles devaient pouvoir compter les unes sur les autres. Elle a dit que la confiance était importante. Elle l'a dit comme si c'était elle qui avait été trahie. J'ai failli rire. Non pas parce que c'était drôle. Parce que c'était surréaliste. Je lui ai dit que j'avais compté sur eux pendant des années. Je leur avais fait confiance. Je leur avais donné toutes les occasions de me voir. Et ils avaient choisi de ne pas le faire. Elle a tressailli à cela, à peine, mais assez pour que je le remarque.
Puis Lydia a parlé. Son ton était vif, cassant sur les bords, comme un verre sur le point de se fissurer. Elle a dit que je les avais embarrassés. Elle a dit que j'avais utilisé ce soir pour faire une scène. Elle a dit que tout cela était intentionnel, calculé, conçu pour la blesser, elle et l'entreprise. Je lui ai demandé pourquoi elle pensait que tout tournait autour d'elle. Je lui ai demandé si elle croyait sincèrement que j'avais orchestré le fait que Julian me parle en arabe. Je lui ai demandé si elle imaginait vraiment que je pouvais contrôler les réactions de leurs propres invités. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle n'avait pas de réponse. Mon père s'est interposé avant qu'elle ne puisse retrouver sa voix. Il a dit qu'il avait besoin que je sois raisonnable. C'était son mot préféré. Raisonnable. Il l'utilisait chaque fois qu'il voulait que quelqu'un soit d'accord avec lui sans poser de questions. Il a dit que je devrais envisager de revenir dans l'entreprise. Il a dit que nous pouvions remettre les choses à plat. Que la famille avait besoin d'unité. Que la perception du public comptait maintenant plus que jamais. Il a utilisé des phrases comme « aller de l'avant » et « reconstruire » et « se soutenir mutuellement ». Il n'a pas utilisé le mot « excuse ». Pas une seule fois. Je lui ai demandé pourquoi il voulait que je revienne. Il a dit que j'avais des compétences qu'il pouvait utiliser. Pas des compétences qu'il respectait. Pas des compétences qu'il avait encouragées. Des compétences qu'il pouvait utiliser. Un outil, pas une fille. J'ai laissé le silence s'installer entre nous. Lourd. Honnête. Puis j'ai dit quelque chose que je n'avais jamais dit à voix haute auparavant. Je lui ai dit qu'il ne m'avait jamais une seule fois demandé ce que je voulais. De toute ma vie. Je lui ai dit que chaque rôle que j'avais jamais joué dans cette famille était un rôle qu'il m'avait assigné. La fille silencieuse. La travailleuse commode. La présence en arrière-plan. Je lui ai dit que j'en avais assez d'être quelque chose qu'il n'utilisait que lorsque cela lui profitait. Il a semblé stupéfait. Pas en colère. Pas insulté. Juste stupéfait. Comme s'il n'avait sincèrement jamais considéré que je pouvais avoir des désirs distincts de ses attentes. Ma mère s'est levée et s'est dirigée vers moi, son expression déchirée entre la douleur et la supplication. Elle a dit que je faisais du drame. Elle a dit que les familles se disputent. Elle a dit que personne ne voulait être cruel. Je lui ai rappelé ses propres mots de plus tôt dans la soirée. Que je ne valais rien. Je lui ai demandé quand elle prévoyait de les retirer. Son visage est devenu vide. Elle a dit qu'elle était frustrée, et que je ne devrais pas m'accrocher à des choses dites dans le feu de l'action. Comme si les insultes perdaient leur poison une fois le moment passé. Lydia a croisé les bras et a marmonné que j'étais ingrate. J'ai failli la remercier. Elle avait toujours été prévisible. La prévisibilité rendait cela plus facile. Mon père a finalement baissé la voix et a dit qu'il avait besoin de comprendre si j'étais disposé à revenir en tant que membre de l'équipe, car ce soir avait compliqué les choses avec les partenaires. Il a dit que je les avais mis dans une position difficile. Il a dit beaucoup de choses, dont aucune ne me concernait en tant qu'être humain. Je lui ai dit non. Pas fort. Pas avec émotion. Juste non. Sa mâchoire s'est de nouveau contractée. Il m'a demandé de réfléchir attentivement. Il a dit que cette décision pourrait me coûter ma relation avec la famille. Voilà. La menace. Silencieuse. Familière. Une lame déguisée en inquiétude. Je lui ai dit que la relation m'avait déjà coûté plus qu'il ne le comprendrait jamais. Je lui ai dit que j'avais passé des années à m'effacer pour les mettre à l'aise. Des années à me faire petite pour qu'ils puissent se sentir grands. Des années à leur donner un crédit qu'ils n'avaient jamais mérité. J'ai dit que j'en avais assez de payer ce prix. Il a reculé comme si je l'avais frappé. Ma mère a couvert sa bouche. Lydia a chuchoté quelque chose de dur que je n'ai pas saisi. Je les ai regardés tous les trois. Ma famille. Des gens que j'avais autrefois essayé désespérément de satisfaire. Des gens dont j'avais autrefois cru avoir besoin. J'ai alors réalisé que partir n'était pas une question de vengeance ou de prouver quelque chose. C'était refuser de rester dans une vie qui exigeait que je disparaisse. J'ai dit à mon père que j'espérais que l'entreprise se rétablirait. J'ai dit à ma mère que j'espérais qu'elle trouverait la paix. Je n'ai rien dit à Lydia. Elle ne l'aurait pas entendu de toute façon. Puis je me suis dirigé vers la porte. Mon père a appelé mon nom une fois. Pas tendrement. Pas avec colère.
Juste un son brut, lourd d'incrédulité que je parte réellement. J'ai continué à marcher. Le couloir semblait plus long que d'habitude, comme si la maison voulait une dernière chance de me retenir. L'odeur des épices de fête flottait dans l'air. Des bougies vacillaient dans le foyer. Mon manteau était soigneusement accroché au porte-manteau où je l'avais placé quand la nuit était encore jeune et prévisible. Je l'ai mis sans me presser. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, l'air froid m'a frappé en plein visage. L'allée était silencieuse. Le quartier était calme. J'ai entendu des rires d'une maison de l'autre côté de la rue. De vrais rires. Sans complication. Je suis sorti et j'ai laissé la porte se fermer derrière moi. Pas une seule fois je ne me suis retourné. Pas une seule fois je n'ai regardé en arrière la maison où j'avais passé tant d'années à essayer d'être vu. L'air de la nuit était vif alors que je marchais vers ma voiture. Mon souffle formait une légère buée devant moi. Pour la première fois depuis longtemps, le poids sur ma poitrine semblait appartenir au passé, pas au présent. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris ce que partir me coûterait. Tout ce dont je croyais autrefois avoir besoin. Et rien de ce dont j'avais besoin maintenant. Je suis rentré chez moi cette nuit-là avec le chauffage à fond et la radio éteinte. Certains moments sont trop bruyants pour la musique. La route de la maison de mes parents à Charlotte semblait plus longue que d'habitude, et les lumières le long de Providence Road se brouillaient légèrement, non pas à cause des larmes mais d'une sorte de fatigue sensorielle. Cela faisait des années que je ne m'étais pas permis d'imaginer les laisser derrière moi. Maintenant que je l'avais fait, l'air dans la voiture semblait étrangement pur. En arrivant dans le parking de mon immeuble, je suis resté assise une minute, les mains encore sur le volant. Les lumières du bâtiment se reflétaient sur le pare-brise. Rien de dramatique ne s'est produit. Aucune révélation. Juste une compréhension silencieuse que ma vie avait changé d'une manière qui ne reviendrait pas en arrière. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant mon réveil. Mon corps était lourd, mais mon esprit était étonnamment clair. J'ai fait du café et je suis resté près de la fenêtre pendant que le soleil se levait à travers les arbres. C'était mon nouveau départ. Pas bruyant. Pas triomphant. Réel. Julien a appelé vers 9 heures. Il appelait rarement tôt à moins que quelque chose n'importe. Sa voix avait la confiance calme habituelle, mais elle contenait un courant sous-jacent que je n'avais pas entendu auparavant, quelque chose de proche de l'inquiétude. Il m'a demandé si j'allais bien. Pas professionnellement. Personnellement. Je lui ai dit que j'allais bien. C'était en partie vrai. Il a dit qu'il voulait me voir à son bureau cet après-midi. Il y avait des choses dont il voulait discuter. Son ton m'a dit que c'était plus que du travail. Quand je suis arrivé, Omar attendait déjà. Il m'a fait un signe de tête qui ressemblait moins à une salutation qu'à une reconnaissance de ce dont il avait été témoin la nuit précédente. Julien m'a fait signe de m'asseoir. La pièce était lumineuse avec des fenêtres allant du sol au plafond qui donnaient sur la ligne d'horizon de la ville. Elle semblait trop ouverte pour la lourdeur que je portais à l'intérieur. Julien a pris son siège en face de moi. Il m'a étudié un moment de la même manière qu'il l'avait fait la première fois qu'il avait réalisé que mes notes n'étaient pas de la chance. Puis il a demandé si je voulais des congés. J'ai failli rire. Non pas parce que l'idée était ridicule, mais parce qu'elle était d'une gentillesse inattendue. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de temps. J'avais besoin d'une direction. Quelque chose vers quoi avancer. Il a hoché la tête une fois. Puis il m'a parlé d'un nouveau projet qu'il voulait que je dirige. Pas assister. Diriger. Une initiative d'analyse à long terme axée sur les marchés de l'énergie. Il a dit qu'il faisait plus confiance à mon instinct qu'à presque n'importe qui avec qui il avait travaillé. Pendant un moment, je n'ai pas pu parler. Non pas parce que je doutais de moi. Mais parce que personne dans ma vie n'avait jamais dit quelque chose comme ça sans un agenda caché. J'ai accepté. Calmement. Silencieusement. De la manière dont je gérais tout ce qui était important. Les semaines qui ont suivi se sont installées dans un rythme. Mes journées étaient remplies de feuilles de calcul, de petites sessions de stratégie, de longues discussions avec Julien et Omar, d'heures silencieuses passées à lire les indicateurs de marché, et de poches de satisfaction inattendues. Je travaillais à nouveau à pleine capacité. Pas à mi-vitesse. Pas caché. Pas en attente d'une permission qui ne viendrait jamais. Les nuits étaient différentes. Certains soirs, je ressentais du soulagement. D'autres, un vide. Même quand on part par choix, il y a une sorte de deuil qui s'installe dans les os.
On ne se débarrasse pas facilement d'une famille, même quand ils ont passé des années à se débarrasser de vous. Les gens dans le cercle de Julien ont commencé à me traiter différemment aussi. Du respect là où il y avait eu autrefois du mépris. De la curiosité là où il y avait eu autrefois de l'indifférence. Quelques-uns ont posé des questions polies sur le dîner de Noël, mais j'ai vite appris que le monde des affaires a une manière discrète de diffuser l'information sans avoir besoin de la répéter à voix haute. Ward Logistique ne s'est pas effondré. Je ne m'y attendais pas. Les familles comme la mienne tombent rarement de manière spectaculaire. Elles s'érodent. Lentement. Silencieusement. Sans faire la une des journaux. Les partenaires ont commencé à hésiter. Pas refuser. Hésiter. Les réunions ont été reportées. Les contrats prenaient plus de temps à être finalisés. Des questions ont été posées sur la stabilité du leadership et la communication interne. Rien qui ne les ruinerait. Tout ce qui leur rappellerait qu'ils n'étaient pas intouchables. Mon père a essayé d'appeler 2 fois le premier mois. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé un message demandant si j'envisagerais de dîner. Il a dit que nous devrions mettre les choses au clair. Il n'a pas mentionné d'excuses. Ma mère a envoyé un message plus court une semaine plus tard. Elle a dit qu'elle espérait que je mangeais bien. C'était tout. Aucune reconnaissance. Aucune humilité. Juste une phrase qui sonnait comme une habitude plutôt que de l'amour. Lydia n'a jamais pris contact. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Le printemps est arrivé plus tôt cette année-là. Charlotte a fleuri dans des tons pastels doux. J'ai déménagé dans un nouvel appartement plus près du centre-ville, rien d'extravagant mais plein de lumière. J'ai acheté de nouveaux plats, de nouvelles serviettes, et de petites choses qui marquaient un nouveau départ. J'ai fait de longues promenades le week-end, me laissant profiter du calme. C'était comme réapprendre à respirer après des années d'air vicié. Un après-midi au début d'avril, Julien m'a invité à le rejoindre sur un vol pour Houston pour une réunion avec des partenaires potentiels. Il a dit qu'il voulait qu'ils entendent la personne derrière l'analyse. Pas l'assistante. Pas la main anonyme. La personne. Dans l'avion, il m'a regardé avec une expression pensive et a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que le dîner de Noël se déroule comme il l'avait fait. Il a dit qu'il avait senti une tension dans ma famille mais n'en avait pas compris la profondeur jusqu'à cette nuit-là. Je lui ai dit que je n'étais pas embarrassé. Plus maintenant. Il a dit qu'il le savait. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il a dit que parfois, la seule façon pour les gens d'apprendre qui vous êtes, c'est quand vous arrêtez d'essayer de vous faire petite. Je suis resté avec ça pendant un long moment. La réunion à Houston s'est bien passée. Ils ont posé des questions pointues. J'ai répondu à toutes avec clarté. Un des hommes à la table a hoché la tête lentement à mi-parcours et a dit quelque chose qui m'est resté. Il a dit que j'avais une façon d'expliquer des choses compliquées sans que les gens se sentent stupides. Le compliment était simple. Il signifiait plus qu'il ne le savait. Sur le vol de retour, Julien m'a dit qu'il voulait élargir mon rôle. Il a dit qu'il voyait un avenir pour moi au-delà du travail de conseil. Il a dit qu'il pensait que j'avais du leadership en moi. Du vrai leadership. Le genre qui pourrait construire quelque chose de durable. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé les mots s'installer. Ils sonnaient comme une nouvelle langue, une que j'étais enfin prête à apprendre. En mai, j'ai assisté à une conférence à New York avec Julien. C'était le genre d'événement pour lequel mon père avait toujours cherché des invitations. De grands panels, des conférenciers talentueux, des dîners privés où les accords étaient suggérés par de longues pauses et des formulations soigneusement choisies. Les gens ont salué Julien chaleureusement. Quelques-uns m'ont reconnu grâce à des articles mentionnant son équipe. Mon nom était imprimé dans le livret du programme. Prénom et nom. Ce petit détail ressemblait à une victoire silencieuse. La deuxième nuit, une femme d'une grande entreprise m'a approché et a dit qu'elle admirait mon travail. Elle a dit qu'elle aurait aimé avoir suivi un chemin similaire. J'ai failli la corriger, failli lui dire que mon chemin était loin d'être lisse. Mais je me suis arrêté. Mon histoire n'avait plus besoin de leur incrédulité pour être valide. Juin a apporté plus de projets. Plus de réunions. Plus de rythme. Et puis, sans prévenir, un autre message de mon père. Il a dit qu'il était fier de moi. Il a dit qu'il voulait parler. Il a dit que l'entreprise se réorganisait et qu'il aimerait mon point de vue. J'ai regardé le message pendant un long moment. Non pas parce que j'étais tenté.
mais parce qu'il révélait exactement ce que je savais déjà. Rien n'avait changé. Il ne voyait ma valeur que lorsqu'elle les servait. Je les supprimais. En août, la distance ne faisait plus mal. Le deuil s'était adouci. Le ressentiment s'était estompé. Non pas parce qu'il méritait le pardon, mais parce que je n'avais plus besoin de la colère pour me protéger. J'avais construit quelque chose de réel. Quelque chose de mérité. Quelque chose d'indépendant de leur permission. C'était la vengeance que je n'avais jamais planifiée. Le genre qui ne nécessitait ni cruauté ni confrontation. Juste la vérité. La vérité vécue à voix haute. Un jour au début de septembre, je me tenais dans le bureau de Julien près de la fenêtre pendant qu'il examinait un rapport que j'avais terminé. Il l'a posé et a dit que mon travail avait renforcé l'entreprise d'une manière que je ne réalisais probablement pas. Puis il a dit qu'il était content que je sois entré dans sa maison il y a des années en tant que femme de ménage. Il l'a dit avec le genre de sincérité qui ne laisse aucune place à une mauvaise interprétation. Je lui ai dit que j'étais contente aussi. Et je le pensais. Parce que ce travail n'avait pas été un échec. Ça avait été une porte. Une petite porte inattendue vers la vie que j'aurais toujours dû être autorisé à vivre. Ce matin, je me suis assise dans ma nouvelle cuisine avec une tasse de café et j'ai regardé la ville se réveiller. La lumière frappait les bâtiments d'une manière qui les rendait plus doux, presque indulgents. J'ai pensé à la fille que j'étais. Silencieuse. Prudente. Se rétrécissant constamment pour que les autres se sentent à l'aise. J'ai ressenti quelque chose comme de la gratitude pour elle. Elle m'a maintenu en vie assez longtemps pour devenir quelqu'un d'autre. Ma famille va toujours aux mêmes événements de vacances. Je vois des photos parfois. Lydia dans ses robes parfaites. Ma mère sourit sans sourire. Mon père serre des mains avec la même confiance qui a commencé à se fissurer sur les bords. Personne ne me mentionne. Ça me piquait autrefois. Maintenant, ça ressemble à un soulagement. Ma valeur existe, qu'ils la reconnaissent ou non. Ma valeur ne disparaît pas parce qu'ils refusent de la voir. Certaines choses brillent, qu'on les mette ou non sous les projecteurs. J'ai appris que la vengeance qui dure n'est pas l'humiliation ou l'exposition. C'est de devenir la personne que vous n'avez jamais été autorisé à être. Et de vivre cette vérité sans excuse. Si on vous a déjà dit que vous étiez trop ou pas assez pour votre propre famille, souvenez-vous de ceci. Le silence peut être un pouvoir, et la vérité peut être la vengeance la plus bruyante.